Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et aussi bienvenue à l'épisode 50. Donc, félicitations Seb pour 50 épisodes, c'est quand même très cool. C'est un milestone. Quand on a commencé, juste un petit rappel. Nous autres, on fait ça juste pour le fun, au fond. On a du plaisir à faire ça. Puis même au début, là, 50 épisodes, ça paraissait quand même loin. Je sais pas pour toi, mais tu sais, comme... Ouais. C'était vraiment... je sais pas si on va se rendre à 50 épisodes, puis on était censé au début sortir aux 2 semaines. Fait que tu sais, le 50e épisode, dans notre plan à base, c'était comme l'année prochaine. Je trouve ça vraiment le fun qu'on se soit rendu jusque-là, puis qu'on a des gens qui nous écoutent aussi. Ouais, c'est encourageant. Continuez à nous écouter. Oui, merci beaucoup de votre attention. On le dit pas assez souvent, mais on est tellement reconnaissant d'avoir des gens qui nous écoutent, au fond. Là. C'est tellement le fun. Ouais, non, ça j'ai pas le choix de faire du pouce là-dessus, là, parce que c'est vrai, là, sinon, s'il n'y avait pas eu des gens qui se présentaient à nos épisodes, on a plus qu'une centaine, je pense que vous êtes au moins 130, 140 à revenir au minimum à chaque épisode. Là. Fait qu'on remercie, puis ça continue à grandir de semaine en semaine. Fait que on vous remercie encore, n'hésitez pas à participer, nous écrire s'il y a quoi ou n'importe quoi, mais là, justement, on voulait, pour notre 50e épisode, prendre un film spécial. Puis honnêtement, c'était un no-brainer pour moi et Seb. Ah ouais. Parce que je sais qu'on en parle souvent, puis on revient souvent avec ce film-là. Fait que ça va être un épisode spécial, il n'y aura pas d'IMDb, il n'y aura pas de recast ni rien. C'est juste que c'est le film. Tu sais, on a parlé d'Héréditaire qui fait un peu en sorte qu'il y a un podcast, mais le vrai film qui fait en sorte qu'il y a un podcast en ce moment, puis que j'ai su que Seb, il pourrait être un candidat à convertir en l'horreur, c'est bien The Shining. Ah ouais. Puis tu sais, même avant là, les podcasts tout court, là. Je suis même pas sûr que c'était les podcasts quand toi et moi, on a regardé ce film-là ensemble. Là. Mais on était en secondaire 3 ou 4. La première fois qu'on l'a regardé ensemble. Fait que je pense que tu as 15 ans, 16 ans, 15 ans, au moins 14-15 ans dans ces coins-là. Ouais. Quand on a écouté le film pour la première fois, puis Seb était un dédain ultime des films d'horreur, puis il voulait rien savoir. Puis je comprends pas comment j'ai fait pour te convaincre. Je sais même pas si tu te souviens comment j'ai fait pour te convaincre, là, mais bon. J'en ai aucune idée. Mais en fait, je pense... J'avais un oral à faire pour un film. Fait que juste pour le déroulement de l'épisode, ça va être une discussion ouverte. Là. À gauche, à droite. C'est ça, on va passer au travers du film un jour. Mais c'est ça, je pense que j'avais un oral à faire. Puis je voulais le faire, je pense, sur Iron Man 1. Puis ça coïncidait un peu au moment où on a plus commencé à se tenir ensemble, toi puis moi, puis j'ai commencé à regarder plus des films, puis à me rendre compte qu'Iron Man 1, finalement, c'était peut-être pas tant un film de qualité, au fond. C'est un divertissement. C'est très divertissant, puis c'est quand même cool, mais c'est pas un œuvre d'art. Là. Je demandais autour, puis tous les autres films que les gens couvraient pour leur oral, c'était tous des trucs que je trouvais pas original. Fait que je pense que ça m'a un peu pincé dans un moment où je cherchais à faire de quoi d'un peu différent. Plus, la façon que tu me l'avais présenté, tu m'avais montré une image avec les deux petites filles, les deux jumelles, au fond, là, ouais, ça, iconiques. Puis je les trouvais creepy, mais j'étais juste assez curieux pour me dire, OK, je vais le faire, puis tu me l'as tellement vendu, man, tu me disais, là, on va l'écouter une journée qu'il y a une tempête de neige, là, tu vas venir chez nous, on va le regarder, là, puis ça va être méga, là, tu me l'avais vendu comme un méga événement, je pense. Toi, tu l'avais déjà vu avant de me le présenter. Ben, c'est à cause que moi, je l'ai vu quand j'avais 13 ans, 14 ans, dans ces coins-là, puis ou 12 même. Je pense que c'était au début du secondaire, puis quand je l'avais écouté, moi, il y avait une chute de neige, une des premières neiges de l'année, puis quand il y avait une grosse accumulation, puis je me souviens même que il jouait à la télévision. OK. Puis là, je voyais The Shining. Puis là, ma mère m'avait dit « Ah oui, ça, c'est bon, mec, tu vas aimer ça. » Elle sait que j'aimais les films d'horreur. Fait là, j'ai écouté. Puis à un moment donné, je me souviens même qu'il neigeait tellement que pendant une des pauses, vu que j'étais dans le mood, j'avais été dehors dans la neige. Juste pour comme le sentir, le sentiment de la neige. C'est une des plus belles expériences d'un film que j'ai eu. Je suis marqué par mon premier visionnement de The Shining. Puis je me suis dit, à ce jour-là, que je pourrais jamais écouter ce film-là s'il neige pas ou s'il n'y a pas eu de la neige récemment. Là. Puis pour mettons, faire du renchérir, en fait, là-dessus, pour moi, maintenant, mettons, pour montrer à quel point ce film-là a une influence sur mon cheminement cinématographique, si ça existe, je regarde ce film-là à peu près une fois par année ou aux 2 ans à peu près, depuis qu'on l'a regardé, toi puis moi, sans niaiser. Puis tout le temps, il y a une tempête de neige dehors ou il y a une tempête v'là pas long. Là, moi, je l'ai regardé hier, au fond, avant notre enregistrement. Puis il neigeait pas mal. Il neigeait pas mal. Puis
c'est un film... Je suis rendu au point où je peux même... Il y a des années où je l'ai juste mis, puis je faisais autre chose, puis je suivais le film un peu dans ma tête, puis ça me fait rentrer dans un mood chaleureux, puis tempête de neige, puis c'est ce mood-là que j'aime. C'est vraiment rendu un point où je veux regarder le film. Comme là, je l'ai regardé au complet, puis j'ai focus dessus, mais je peux aussi le regarder juste comme un film de background, puis je l'apprécie autant. Mais c'est ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on l'a déjà expliqué, je le sais, dans un podcast, mais c'est ça, Seb, t'as présenté ce film-là dans un exposé oral. Puis t'as présenté la scène des jumelles. Je pense que oui, parce que c'est ça, le point de l'oral, c'est qu'il fallait présenter une scène puis de la décortiquer un petit peu. Puis j'ai fait le choix bizarre de présenter la scène du tricycle avec les jumelles. Puis je me souviens que dans l'oral, à un moment donné, j'expliquais qu'il y avait un jeune qui parlait avec lui-même, avec son doigt, puis qui changeait de voix. Puis je me souviens l'avoir imité devant tout le monde. Puis ça je sais pas la réception de cet oral-là, ça a été quoi. J'ai peut-être gagné en popularité, mais je dois avoir gagné en perdu des points en popularité chez d'autres mondes qui ont juste dû faire comme là, lui, who's that guy? Il est weird un peu. Je suis pas sûr que je vais aller y parler à la récréation. Là. Ou ils ont fait ouais, c'est l'ami avec Moreau, ça a du sens. ça se pourrait que j'ai comme par association, il a fait comme oui, lui il est weird, il se tient avec Moreau. Ouais, ils doivent avoir vu des films weird, clairement. Personne ne s'attendait à autre chose de ma part. Ouais, non, mais c'est fucking bon. Puis c'est ça, moi, après que ça me l'a écouté, on a fait une tradition pendant, je pense, 5 ans, quasiment 4 ou 5 ans. Man. On a écouté vraiment longtemps annuellement ensemble. C'était annuel. Dès qu'il y avait une tombée de neige, la première neige, moi et Sam, on se rencontrait, on l'écoutait parce que nos deux parents habitaient proches. Mais c'est quand on a commencé à déménager et aller disparaître, tout ça, que ça devenait plus compliqué quand il y avait une tempête de faire une demi-heure de char fois 2. Je me souviens déjà aller chez toi à Longueuil durant une tempête de neige juste pour faire ça, me semble. Ouais, fait que d'après moi, on l'a écouté au moins 5 années consécutives. Là. Ça pourrait très bien. Puis c'est qu'à un moment donné, je pense qu'à la 5e, chaque année, ça venait un peu trop, même si j'adore ce film-là. Puis je voulais qu'il garde de sa magie. Fait que moi, je suis rendu que je l'écoute aux 2 ans religieusement. Là. Si je skip une année, l'autre année, je suis en manque de The Shining. Là. Puis j'ai hâte à la première grosse neige. Là. Comme hier, mettons, je suis venu pour l'écouter. Puis je me suis rendu compte que je l'avais pas déménagé de chez mes parents. Oh, fuck! Okay, j'étais vraiment pissed off. Parce que j'étais comme, ben voyons, comment ça, j'ai pas déménagé ça? Mais je pense que c'est parce qu'entre-temps de mes déménagements, je l'ai reprêté peut-être à mon frère ou quelque chose du genre. Ça mais a du sens. J'étais vraiment pissed off. J'étais comme, mon film, il est pas chez nous. Ça, c'est le niveau d'attachement que j'ai envers ce DVD-là. Il est là. J'étais fâché qu'il soit pas chez nous. J'ai une autre différence. Moi, j'ai acheté un coffret de Stanley Kubrick parce que le réalisateur, c'est Stanley Kubrick. Pour ceux qui ne connaissent pas Stanley Kubrick, c'est un des plus grands réalisateurs de tous les temps. J'ai pas honte de le dire. Tous ses films sont marquants d'une certaine façon. Là. Puis en plus, j'ai remarqué avant l'épisode, j'ai tout vu les films de Stanley Kubrick, sauf un. Là, je suis genre, tabarnak, c'est quoi ce film-là? Lequel? Regarde, je vais regarder ça. Là. C'est dans ses films des années 50. Avant qu'il commence ses gros films, là, parce qu'il a 16 titres comme réalisateur. J'ai pas vu j'ai pas vu les courts-métrages, parce que c'est rare que je m'en ai court-métrage. Fear and Desire, je l'ai vu. C'est Killer's Kiss en 1955 que j'ai pas vu. Mais j'ai vu The Killing en 56, Path of Glory en 57, Spartacus 60, Lolita 62, Doctor Strangelove en 64, 2001 Unité de l'espace en 68. Là, j'ai dit tout parce qu'on va faire du pouce sur tous ces films, presque, c'est sûr. Là. Orange Mécanique, 1971, Barry Lyndon, 75, 1980, Shining, Full Metal Jacket, 87, Eyes Wide Shut, 99. J'avais oublié, man. Lequel? C'était lui qui avait fait Orange Mécanique aussi. Ça aussi, ça a été un film hors horreur qui m'a marqué beaucoup. C'est mon film. Quand les gens me demandent mon film préféré, c'est impossible de dire c'est quoi. Parce que tout le monde sait que je suis un fan fini de films. Quand on me demande c'est quoi mon film préféré, c'est impossible de répondre un film en particulier. Mais je sais que je peux dire les films dans ma vie qui m'ont le plus marqué, qui m'ont fait le plus développer. Puis, il y en a 2 qui sont simples. Par exemple, The Departed, c'est le premier film qui m'a fait ouvrir ses réalisateurs. Après avoir vu The Departed, j'ai fait crime, astique, j'aime ça, j'aime comment c'est fait, je comprends pas, mais j'ai adoré ce film-là. Là, j'ai vu Martin Scorsese a fait ça. Puis après ça, j'ai été voir Goodfellas. Là, j'ai vu d'autres films de Martin Scorsese, Taxi Driver, puis là, j'ai commencé à capoter sur découvrir des réalisateurs. Clockwork Orange, je l'ai pogné dans le même temps quasiment que j'ai pogné de Shining. Je me souviens plus lequel est arrivé avant. Mais je sais que moi, je me souviens que tu m'as présenté Orange Mécanique, mais je me souviens pas si tu l'as regardé pour la première fois avec moi.
Non, je pense l'ai que pas regardé. non. La première fois que je l'ai vu, c'est joué sur Art TV. Puis, ouais, Mais il tu était avais comme le un. câble. Ouais, le film, il jouait à genre. Ouais, parce que ben, pas le câble, là, on se le rappelle. Là. Fait que, en plus de faire un bonhomme bizarre, imiter un enfant avec son doigt, ben, il n'y avait pas le câble. Fait que c'est sûr qu'il était reject. Mais, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais pogné ça, genre Clockwork Orange. Je l'avais pogné à 10h30 du soir, quand tout le monde était couché, puis j'avais écouté. Puis je me souviens avoir arrêté le film. OK. Puis parce qu'il y a des viols, il y a un C'est itinérant qui se fait choquant, man. battre. Ouais. Puis il y a plein de choses qui se passent dans ce film-là. Puis j'aimais ça. C'est ça qui est weird. Non. Mais tu sais, j'aimais pas. Je savais que c'était des actes qui étaient dégradants, dégueulasses, que je ferais jamais dans ma vie. Mais le film est tellement bien filmé. La musique est tellement bonne. Tout était tellement bon que j'aimais ça. Puis je me trouvais dégueulasse d'aimer ça parce que j'avais des images de répulsion puis des choses que je sais que je voudrais jamais faire devant moi. Je pense que c'est direct ça le point du film, ce qui fait qu'il est autant puissant, c'est que Taï aimait ça. Je me souviens avoir déjà essayé de convaincre quelqu'un de regarder Orange Mécanique avec moi, puis j'y ai juste décrit le film, puis j'ai fait comme « Ah, ok, ouais. On va peut-être regarder. On va peut-être regarder. » Tinder? Non, je me souviens plus c'était qui, ça m'échappe, mais je me souviens juste qu'au milieu de l'explication, j'ai fait comme « Ah, ouais. On peut peut-être mettre Pacific Rim au fond. » Mais honnêtement, je pense, d'après moi, je l'ai vu à 13 ans, Orange Mécanique, parce que c'est dans les mêmes temps que j'ai vraiment commencé à faire. Parce que j'ai vu 2006 de Departed, je l'ai vu quand il est sorti. Ben, j'avais 13-14, 13 ans. 13 ans, pas mal sûr, ou peut-être 12-13 en fait. Puis, je suis pas mal sûr que Orange Mécanique était dans le même temps. Fait que c'est vraiment mon développement à devenir un vrai ciné-freak, là, genre que j'adore les films. C'est vraiment ça, entre autres. Parce que là, j'ai arrêté le film. Puis là, c'est devenu un objet de questionnement, là, puis Ok, ouais. j'ai été obsédé par ce film-là. Je voulais comprendre si j'étais un psychopathe, quasiment. Parce que je savais que c'était toutes des choses qui n'étaient pas correctes que je voulais pas faire. Mais là, j'ai été checké, puis là, j'ai vu que c'était Stanley Kubrick, puis tout ça. Puis j'ai vu encore une fois, comme Scorsese j'avais fait, parce que d'après moi, j'ai vu après The Departed, pas loin après. Puis là, j'ai fait Stanley Kubrick, puis là, j'ai vu, man, chef-d'œuvre après chef-d'œuvre, un des plus grands cinéastes, etc. Puis là, j'ai fait, OK, ce film-là, c'est une fucking œuvre d'art, là. Puis c'est normal que j'aime ça, tu sais. Il y a un cult following, puis ça a été, il est coté 1 sur Mediafilm, là. Il est coté comme un chef-d'œuvre, puis c'est quelque chose, là. Tu sais, c'est pas une merde, là, ce film-là. Fait que là, 1 an plus tard, peu importe, j'avais vu une vidéo, puis tu sais, l'image est vraiment marquante, là. C'est comme une espèce de mosaïque, là, avec l'œil qu'Alex a comme ses boutons de chemise. Avec on dirait que son couteau est comme vraiment surdimensionné vers l'avant. Fait qu'on dirait qu'il tient comme un arc à flèche, mais non, c'est son couteau vers l'avant avec son doigt, son œil sur sa manchette de chemise, puis lui avec son mascara, parce que chaque ghoulies, c'est trois. C'est le groupe, là. Ouais, les groupes des 4, parce qu'il parle d'une espèce de slang anglais dans le film aussi, futuristique. Puis les 4, ils ont tous un trait de femme. Fait que là, lui, c'est l'œil à Alex avec ses fossiles. Puis juste la pochette, je la trouvais déjà forte. Puis là, quand j'ai su que c'était le même film que j'avais vu sur TV, mais je l'ai loué. Je l'ai réécouté au complet. Puis là, c'est un de mes films fétiches aussi. Puis de réécouter The Shining, mais que j'adore, m'a fait envie de réécouter d'autres films de Kubrick parce que je trouve que Lolita, c'est exceptionnel aussi. J'ai pas vu Lolita. Moi, je regardais le line-up de Stanley Kubrick un peu pendant que tu parlais, puis je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup que j'ai pas vu. Il y a 2001, l'Odyssée de l'espace, que malgré moi, j'ai essayé tellement souvent de le regarder, puis je m'endors tout le temps sur le premier 20 minutes, mais c'est parce que j'essaye pas vraiment, mais j'ai envie de regarder ce film-là, puis on dirait que j'ai jamais le bon mood, mais ça fait chier. Mais The Movie That Made Me, le podcast de Joe Dante, puis l'autre gars, Josh, je me souviens plus trop quoi, c'est les films qui ont été les plus marquants, puis man, je dirais qu'un épisode sur 3, 2001 revient. Là. Ah ouais, shit. C'était un landmark. Là. D'ailleurs, comment que George Lucas, il a su qu'il pouvait faire Star Wars, parce qu'il y avait Star Wars dans l'idée, parce qu'il a vu 2001 Odyssée de l'espace. Sinon, il se disait que c'était juste une fantaisie qu'il y avait. Là. Mais quand tu y penses, là, Kubrick, il attaquait tellement des projets démesurés.
Je pense que Kubrick est incroyable. c'est Barry Lyndon que j'ai pas vu, mais qui prenait... c'est un film d'époque, au fond, là. Ouais, c'est ça. C'est tellement un projet énorme pour les costumes puis tout, puis le setting. Eyes Wide Shut, qui a pas un setting fou en termes d'emplacement, c'est quand même urbain, mais les décors puis l'ambiance est travaillée tellement à un niveau de détail incroyable, man. Eyes Wide Shut m'a fait lire La Nouvelle Rêvée. C'est en même temps que Nietzsche, pas Nietzsche, Hume. Carl Jung, il était là en même temps que Freud. Puis là, tu avais un autre, celui qui a écrit La Nouvelle Rêvée. OK. Puis c'est un petit roman, man, de 100 pages. Je l'ai lu parce que c'est basé là-dessus. Il a fait un roman de 100 pages. Il l'a mis dans une adaptation de 2h30. Puis en même temps, c'est un peu une lettre à sa propre femme par rapport à leur relation, puis aux choses comme les fantasmes, ces choses-là. Wow. Honnêtement, plus le temps avance, Eyes Wide Shut est un film à redécouvrir. Là. Si vous avez le feeling que c'était plate, mais que vous l'avez écouté, ça fait longtemps, ça vaut la peine d'être revu, ce film-là. Là. J'ai vraiment été obsédé. Tous les films de Kubrick, ils méritent des 3 écoutes en montant. Là. Ben, mettons, on fait du pouce, là, on est loin de Shining, mais on va y revenir. Mais avec Full Metal Jacket aussi, j'ai tellement été surpris par ce film-là. Un film, ouais. Il y a 2 films dans le 1. C'est comme 2. Ouais, vraiment. C'est 2 demi-films, mais qui ont un tout. C'est incroyable. Là. La première partie qui est juste le cheminement de la recrue baleine. Je pense que je l'ai écouté en français, celui-là, parce que je me souviens qu'il s'appelle recrue baleine ou c'est pas ouais, ça se peut qu'on l'ait écouté en français. Ça se peut que j'étais dans mon buzz Kubrick après ça, puis que je te l'ai fait écouter ça aussi. Là. Mais je sais pas c'est moi qui te l'ai présenté. Là. Oui, non, on l'a regardé ensemble celui-là. Puis après ça, la deuxième section qui est vraiment comme la guerre, puis un film de guerre un peu plus classique, là, comme... Mais la première partie est tellement bonne. Officier baleine. La première partie est tellement bonne. Là. Ah ouais. Puis tu sais que l'acteur, c'est un vrai colonel. Là. Ouais, ça, tu me l'avais dit, c'est quand ils les envoient chier, là. C'est un vrai de vrai colonel. Ouais, je connaissais cette histoire-là. Ils ont essayé de faire le casting, puis lui, il était présent comme conseiller pour Kubrick. Puis il a dit personne ne va réussir à le faire aussi bien que moi. Puis le Kubrick a fait t'as peut-être raison, on va l'essayer. C'est quasiment toute l'improvisation. Là. C'est quasiment genre 10 heures qu'est-ce que tu disais quand tu étais un instructeur pour le Vietnam. Aïe, aïe. Ouais, c'est fou. Là. Mettons, j'ai une question un peu, encore une coche au... tout est drafté pour aller au Vietnam, là. Tabarnak. Ton instructeur, il a direct cette... Ok, ouais, vas-y. OK, il t'envoie chier non-stop comme ça. Toi, t'es-tu la personne qui trouve ça correct puis tu fall in line ou t'es l'officier Joker puis tu ris de ça puis tu joues avec ça? J'aurais pas le choix d'être Joker. Tu penses? Ben, non, excuse. Parce que dans ma tête, tu comparais, j'étais soit Baleine ou Joker. Non, mais n'importe quoi. Soit tu t'embarques puis t'es comme OK, je comprends pourquoi il fait ça, ou t'es officier baleine puis t'es en opposition, ou t'es Joker puis t'es en opposition, mais comme semi puis tu fais juste rire un peu de ça. Je pense que c'est impossible de répondre sans l'aide vraiment, mais moi je crois que dans un cas de tentative de destruction mentale puis d'espèce de, on pourrait dire que c'est quasiment du brainwash là. Ouais. Pour essayer de, je pense que le mieux c'est de toi-même dans ta tête te laisser dans tes bases puis de te rappeler tes bases puis de juste passer entre le mur et la peinture. Ouais, je pense que ça aurait été ça Ouais, tu passes entre le mur et la peinture, tu dis rien, man. Tu fermes ta gueule, tu fais rien puis tu fais juste te rappeler que c'est une game. Lui, il essaie de te démolir parce qu'il veut t'envoyer au combat, mais c'est une game. Tu apprends qu'est-ce qu'il y a à t'apprendre, mais tu restes un humain à travers tout ça. Puis tu essaies de garder ça en tête. Là. Mais je pense que je serais. C'est plate à répondre, mais je serais pas un Joker, je serais pas un gars qui essaie de foutre la merde, puis je serais pas non plus un baleine qui est un idiot puis qui réussit pas à suivre la game, puis tout ça. Là, mais c'est une bonne question. Mais... C'est vrai qu'officier baleine, il a pas compris la game. Lui, il est rentré au fond, il s'est fait persécuter, puis il est tombé tout de suite en psychose. Ouais, mais cette grosse parenthèse-là là, était pour dire que tu avais un attachement à The Shining physique. Puis moi, ben, j'ai une collection des films de Stanley Kubrick, de Lolita jusqu'à son dernier film Eyes Wide Shut. Mais c'est comme un coffret que je ne savais pas, mais j'avais commandé un coffret européen. Puis ma version de The Shining était coupée. Fait juste à cause de ça, je me suis racheté le Blu-ray Pour vrai? de The Shining pour l'avoir
de façon comme moi je l'ai connu, de façon nord-américaine, et non la façon européenne qui a 15 minutes manquantes. C'est fuck off. Il manque 15 minutes. Lesquels Ouais. qui manquent? Il y a beaucoup du début qui manque. Je pense que la rencontre avec son futur employeur. Ben Final, non. Ouais, il y a plein de scènes. Je te jure, ce film-là n'a pas le droit d'être coupé, puis finalement, il est coupé. Puis ça m'a tellement fâché quand j'ai reçu ma version que je me suis racheté un Blu-ray de la version normale. Tabarnak, toi, je comprends. Ouais. C'est hot, ça, quand il explique, ça met toute la mise en scène sur le caractère de Jack, tu sais, qui au fond, lui, il veut le faire no matter what, tu sais, puis son attachement un peu weird à la place, que le gars, il dit, ben, il y a quelqu'un qui s'est tué puis qui a tué sa famille en faisant ta job, t'es-tu sûr que tu veux faire ta job? C'est quand même une grosse nouvelle là, qu'il apprend. Puis toutes ces interactions-là sont full importantes parce que tu montres un peu le caractère de Jack, puis les interactions avec l'hôtel, puis... Ouais, non, c'est full important. important. Mais ouais, c'est juste pour te dire que moi aussi, j'ai le même attachement que toi, là. Mais moi, ça, ben, pour vrai, je suis à sec, fait que je m'ouvrirais peut-être une petite bière. On commence ça là, on s'ouvre une bière. Ouais, moi, j'ouvrirais une bière, puis j'ai la Better Together. Toi aussi, je pense, de ton bord. On a la Better Together. Yes, donc de la brasserie Over Up, encore de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis honnêtement, le design est vraiment cool parce que c'est les propriétaires, c'est deux femmes qui viennent du Brésil. Puis ça rappelle, ça, je trouve que c'est leur design qui rappelle le plus le Brésil. Tu sais, t'as une fille avec une planche de surf, des têtes de mort comme d'habitude, avec des fleurs, puis c'est ultra coloré. Là, mais c'est une New England IPA 7.5, jamais bu encore. Fait que Better Together. On goûte. Puis, elle est... J'analyse la canette pendant qu'on y est. Elle est faite en collaboration avec la Gabière, ou en tout cas, il y a une mention de la Gabière qui est aussi une brasserie de Saint-Jean, notre patelin. Wow, oh wow. Sérieux? Ouais, ben, ceux qui aiment les New England IPA, ben, tu sais, comme d'habitude, les houblons sortent un peu plus d'agrumes, puis celle-là, est douce. Il n'y a pas d'amertume, ben, pour une IPA. Fuck. C'est tellement bon. J'exagère pas pour le show, je trouve ça vraiment excellent. Non, elle est vraiment excellente. Mais ouais, Seb, je voulais faire un peu de pouce sur Kubrick, parce que cette année, Kubrick fait en sorte qu'il a créé un chef-d'œuvre de l'horreur. Puis là, justement, tu as parlé de Barry Lyndon tantôt. Barry Lyndon, qui était un projet d'époque, etc., puis de choses comme ça. Un film que j'ai pas vu, hein, je l'ai mentionné, mais je l'ai pas vu. Barry Lyndon est un film incroyablement sous-estimé. Il y en a qui disent Kubrick a juste voulu faire le film le plus parfait qu'il pouvait, mais il s'est emmerdé à le faire, puis etc. Je suis pas d'accord avec cette thèse-là, moi. C'était vraiment un test pour faire un autre film qu'il voulait faire, son projet ultime, qui a échoué, malheureusement. Son projet ultime était de faire un film, je ne sais pas si tu le savais, Sam. Non, je suis quand même bien informé sur Kubrick, mais plus t'en parles, je me rends compte pas tant que ça. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais faire plein de pouces là, à partir de Barry Lyndon, mettons. Barry Lyndon, first, il a vraiment costume d'époque, etc. En plus de se rajouter des défis, il a pris juste de la lumière naturelle. Fait qu'il y a beaucoup de scènes que c'est juste des chandelles, toute la OK, ouais, OK. Il y a plein de choses comme ça. C'est un méchant défi, ça, pareil. C'est excessivement beau à regarder, ce film-là. Mais tout est alentour du personnage principal, puis qui est un peu un homme noble, mais qui a au final, c'est un vaurien, mais qui a vécu comme un noble. Fait que c'est vraiment une étude de personnage, ce film-là. OK. Ça, c'est le fun quand c'est basé sur un personnage. Ouais, c'est super intéressant. Mais c'est un gros épique, comme tu dis, avec des costumes, etc. Puis c'était vraiment pour tester s'il pouvait faire son ultime projet qui allait coûter le triple, qui était Napoléon. Ah, OK. Il voulait faire un film sur Napoléon. Kubrick avait des boîtes et des bibliothèques complètes sur les batailles de Napoléon, sur tout, etc. Mais je savais que c'était d'un Kubrick, c'était un gars, mettons, quand il focusait sur une idée, il focusait solide. Là. J'ai déjà visité San Francisco, puis en visitant San Francisco, j'étais tombé sur justement une exposition, puis il y avait une partie de sa bibliothèque, man, de livres. Puis ce qu'il expliquait, c'est que la partie de la bibliothèque que tu voyais, c'était juste une portion de ce que lui avait lu, acheté puis analysé en préparation à Barry Lyndon. Ah ouais, c'est incroyable. Genre, qu'est-ce que lui avait accumulé comme information pour être certain que ces informations puis ces costumes soient, si c'est pas précis sur l'époque, au moins très inspiré d'eux, puis pour, en tout cas, juste son niveau d'implication par rapport à ce film-là, ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a
pas nécessairement été son plus connu, son plus réussi. Mais juste Non. le niveau d'implication de cette personne-là, man, versus son projet, c'est quelque chose. Là. Ouais, mais c'est ça. Là rappelle-moi qu'on part sur une parenthèse. Là. On parle de Barry Lyndon, etc. Tu veux que je t'arrête dans combien de temps? Son projet Napoléon, OK? Non, mais c'est juste parce que Kubrick, si on le met en contexte, Stanley Kubrick était un photographe. OK. Un photographe, il faisait des photos. Puis, pour étant un domaine peu lucratif, c'était un joueur d'échecs à New York. Ah oui? Ouais, il gagnait beaucoup d'affaires. Il gagnait tout le temps aux échecs, puis il faisait bien de l'argent en faisant des dares d'échecs. Quelqu'un qui pensait qu'il allait pouvoir le battre, puis lui, il gagnait. Fait que Kubrick, c'est un homme avec 200 de quotient plus que 200 de quotient intellectuel en montant de IQ. Là. OK, c'est un fucking brain, là, ce gars-là. Là. Fait que là, lui, aime ou aime pas, puis je te dirais que c'est, entre guillemets, inhumain, mais entre guillemets que je suis d'accord. Moi, ma conjointe, on a souvent eu cette discussion-là parce qu'elle sait que je tripe sur Kubrick. Elle n'est pas d'accord. Moi, je suis quand même d'accord. Kubrick est un gars qui adhère à la fin justifie les moyens. OK, oui. 100%. 100%. On le voit dans The Shining. On va faire du pouce là-dessus avec Shirley Duvall. Puis avec d'autres choses. Si on revient à Orange Mécanique, la scène où il se fait mettre, je te l'ai déjà dit, là, où il se fait mettre les pinces dans les yeux. Là, ouais, je sais. C'était un docteur, un vrai docteur qui mettait les gouttes pour pas que ça parte, mais Kubrick faisait 25 scènes pour que les yeux, les pupilles, pas les pupilles, mais qu'est-ce qui vient par-dessus les pupilles pour protéger les paupières? Les paupières commençaient à déchirer. Fait que lui, c'était une vraie panique, puis il a commencé à dire quand même ses répliques avec la panique. C'est ça que Kubrick voulait, fait que c'est ça qui a été gardé. Mais quand il repense, c'est horrible que le gars a commencé à déchirer des Ça fait de la torture, là. Ouais, des choses comme ça. Mais en même temps, moi, où que je diffère pas, c'est que, admettons là, que tu me dis un nobody me dit de faire ça, je comprends, etc., c'est de la fucking merde, etc. Mais quand tu sais que tu as affaire à un maître, comme on va dire Tarantino, qui n'a pas fait de mauvais films, ou Stanley Kubrick, ou d'autres réalisateurs comme Paul Thomas Anderson, Pedro Almodovar, tu sais, c'est des gros directeurs, puis Pedro Almodovar a fait un peu de faux pas, mais mettons, je dirais pas Thomas Anderson, Kubrick, Scorsese, tu sais, ils ont rarement des faux pas, etc. Tu sais que tu vas être dans juste par influence, puis quelqu'un que tu sais que il sait ce qu'il fait, puis il y a vraiment un craft, là. Un craft. Il y a un pas de recul sur ce qu'il te demande, puis que ça fait partie de quelque chose de plus gros, puis qui est en contrôle tellement précis de cette chose-là qui est plus grosse que juste tes paupières qui fendent. C'est tellement wrong de dire ça. Non, mais j'imagine qu'à un certain point, si t'es un acteur, puis dans le cas de Malcolm McDowell, qui est quand même commis à sa carrière rendu là, il se dit, ce que je suis en train de souffrir pour, je sais pas, man, dans quel mood il est. Il se dit-tu vraiment, genre, je souffre, mais ça va payer, ou il fait juste souffrir, puis genre, ce gars-là, c'est un estime malade, mais non, c'est pour dire une réplique. Après 2001, l'Odyssée de l'espace, là, déjà, il était connu, là, avec Spartacus, qui était... Mais Spartacus, c'était un peu un film que Kubrick a fait de reculons. Parce que tu avais Kirk Douglas, qui était le père de Michael Douglas, qu'il était vraiment puissant à Hollywood, puis il y a eu bien des contraintes entre deux puissances et têtes fortes. Puis en plus, Kubrick a pris Spartacus d'une autre personne, mais déjà avec The Killing, qui est un excellent film sur un heist. Puis aussi, tu avais Lolita, qui est incroyable après. Mais en tout cas, avec Spartacus, Lolita, tu sais, Kubrick était déjà une grosse pointure. Mais quand il a fait 2001, Sky was the fucking limit. Kubrick était le meilleur réalisateur vivant, même si ça change quasiment pas en ce moment. Un autre qui est fou raide, David Lynch, là, on dirait que j'ai une bulle, là, mais David Lynch est incroyable aussi. Mais bon, c'est que là, après 2001, je pense que tout le monde savait, puis déjà, 2001, c'était la concrétisation que c'était un chef-d'œuvre. Mais là, tu avais d'autres films comme Lolita qui était ah oui, puis Doctor Strangelove. Il a fait Doctor Strangelove avant, qui est une parodie de la guerre froide, qui est un chef-d'œuvre. Là. C'est incroyable, ce film-là. Là. C'est le film le plus drôle de Kubrick, mais ça niaise les dirigeants dans le conflit de la guerre froide. Il y a des quotes tellement drôles, comme ils se battent un moment donné, puis t'as un ancien nazi là, que, il arrête pas de lever son bras, puis il est en chaise roulante, puis il donne des conseils pour la... Puis un moment donné, ils disent juste « Gentlemen, we don't fight in the war room ». Parce que c'est genre... c'est le war room, ok, ouais. C'est fucking drôle. Là. C'est comme une des meilleures parodies politiques, etc.
Puis il s'était prouvé, là. T'sais, il s'était prouvé, mais 2001, c'était vraiment la concrétisation qu'on avait affaire à un maître d'orchestre du cinéma. Au même titre que, justement, Picasso et toutes ces choses-là, ben, le monde savait que lui, c'était un maître du cinéma. Là. Puis le cinéma, moi, je considère ça comme un art aussi valable que n'importe quel art, puis la musique. Ouais, exact. Mais lui, c'est un... Puis là, je vais faire du pouce parce que je vais revenir à Barry Lyndon, là. Mais, en tout cas, hey, on n'a toujours pas encore parlé de Shining. Ah, on n'avait pas commencé encore. Ouais, mais tout ça pour dire que je pense que tous les acteurs après 2001 savaient qu'il allait être dans quelque chose de plus gros qu'eux autres. Parce que dans Shining, ils en parlent, dans d'autres choses, tous les autres films, ils savent que, ben, j'étais Kubrick, il m'a fait ce qu'il me demande de faire, puis je vais subir ce qui arrive parce que je sais que je vais passer l'épreuve du temps. Puis moi aussi, en tant qu'humain mortel, que j'ai une expérience de vie, genre, si je suis crissement chanceux de 100 ans maximum, quasiment, que je vais être effacé de cette terre-là. Mais si j'ai la chance de laisser ma marque, puis d'aller dans un film comme Clockwork Orange, que ce film-là, dans 200 ans, on va encore en parler. Tant que la Terre va être la Terre, on va en parler. Ben, je vais endurer peu importe ce qui se passe. Moi, ma blonde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, là-dessus, je suis d'accord. Pour l'art, pour la marque, pour le message, pour tout ce qu'il va y avoir, puis d'en être parlé toute la vie, ça vaut ce que ça vaut, man. mais moi, je comprends un peu ce que tu dis dans le sens où ça revient un peu à la question avec le général, genre, quand tu sais que tu fais partie de quelque chose de plus grand puis que tu sers, t'embarques, man. Genre, tu sais, c'est Kubrick, man, qui te dirige, puis t'es quelqu'un de sérieux puis de commis à ce que tu fais. Puis lui, il te dirige, puis il est commis, man, comme personne n'a jamais été commis dans un projet, probablement. Ouais. Comme, il y a un moment où probablement tu flirtes avec la ligne où tu te dis, genre, fuck off, là, je souffre, genre, ça, c'est réel. Ouais. Puis il y a comme probablement, là, juste une ou deux scènes là, où tu dis je pense que je suis capable de l'endurer une shot de plus. Puis c'est probable, c'est tout le temps là que la magie arrive au fond. Puis c'est incroyable. Ce qui arrive avec Kubrick aussi, là, c'est qu'il poussait la limite là, pour revenir, mettons, tranquillement vers The Shining avec l'actrice Shelley Duvall qui tout le monde sait qu'il la traitait un peu comme un ton de marde sur le plateau. Puis tu sais, c'est probablement pour ça minait sa confiance, puis elle devait pas se sentir bien sur le plateau. Mais cette actrice-là, man, elle livre dans le film, là. Incroyable pour un rôle, mais j'ai regardé dans son rôle de personne frêle, puis qui a pas beaucoup confiance en elle, puis qui fait juste suivre son mari, même si on s'entend qu'avec un pas de recul, son mari, il est pas... Il l'aime pas depuis le début. Tu sais, c'est ça. Mais ça, là, je veux t'avouer, la scène où on voit le plus sa fragilité, comme tu dis, puis qu'elle deliver, moi j'ai capoté, là, puis on dirait que c'est la première fois que j'ai remarqué autant que c'était insane. C'est quand elle embarque Jack dans le frigo, puis qu'après ça, il dit Wendy, genre, try to go to the snowcat. Puis elle fait juste, il répond comme s'il faisait juste, il demandait quelque chose. Là, quand il dit Wendy, il est comme yes, puis il est avec son couteau, puis il est complètement dépassé par les événements. Là. Son acting est on the spot parce que elle continue à être soumise à lui, même si ça vient de l'enfermer, puis de le frapper à la tête, tout ça. Puis il est complètement émotionnellement épuisé. Ah ouais. Reste soumise, tout ça. C'est l'essence de son acting est toute là. Mais comme tu dis, dans le making-of aussi, tu vois Kubrick, il dit il y a quelqu'un qui parle puis qu'elle se plaint un peu, Shelley Duvall, de quelque chose dans le film. Puis là, il fait non, don't go with Shelley, it doesn't help her. Elle est comme doesn't help me. Non, elle est comme yes, doesn't help you. Tu sais, il fait que il veut que personne fraternise avec. Là. Il veut pas que personne comprenne sa souffrance. Il veut qu'elle se sente tout seul. Là. Ah ouais. Mais c'est chiant, c'est pas humain, man, de faire ça, mais tu peux pas nier qu'avec un pas de recul, probablement qu'à cause de ça, Stanley Kubrick, excusez-moi, c'est une piece of shit de personne, mais à cause du résultat, t'es comme je vois. Ou en tout cas, c'est peut-être juste moi qui est biaisé parce que j'ai aimé ça, mais ça a marché, genre. Tu peux pas nier c'était pas une piece of shit, le pire. C'est que oui, ça peut être une piece of shit professionnellement, mais au final, lui, là, depuis 2001, tous ses films se passaient en Grande-Bretagne. Hein. Shining se passe en Grande-Bretagne. Là, on va revenir sur les insane helicopter shots, puis toutes les scènes du début qui sont aux États-Unis, mais tout ce qui se passe dans l'hôtel, etc., tout est en Grande-Bretagne. Lui,
il a plus jamais voulu retourner aux États-Unis pour être proche de sa famille et être proche de tout le monde. Là. Il y a des scènes en arrière de la caméra, là, dans le making-of, que la mère de Stanley Kubrick vient sur le stage puis elle parle avec Jack Nicholson. Puis, Ah ouais, ça c'est drôle. Ouais. Ah, le making-of est vraiment cool. Il est réalisé par la fille de Stanley Kubrick. OK. Jack Nicholson, il parle. Shelley Duvall, elle en parle, puis elle sait qu'il la traitait comme de la merde on purpose un peu. OK, ouais, Après ça, des années plus tard, elle a chialé, puis elle a dit qu'il c'était pas correct, puis qu'elle a fait des dépressions, puis ça lui a coûté sa carrière. Mais sur le coup, elle disait il est difficile à travailler, il me pousse plus que je devrais, mais on sait qu'on va être dans un chef-d'œuvre. OK. Jack Nicholson, il se disait aussi, parce que là, aussi, une autre affaire, là, pour que Jack Nicholson soit fou de même, là, c'est pas la première take qu'il avait, là, comme la scène là, quand la scène du film qui est la plus quotée, quand il détruit la Here's Johnny. Ouais. C'est la 30e take que tu vois, là. C'est ça. Parce que là, Kubrick, il voulait que quelqu'un soit fou, là, qu'il soit plus capable de faire cette crise de scène-là. Ça fait 4 heures que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 4 heures que je fais ça! Puis là, il devient fou. C'est ça qu'il voulait, là. C'est sûr, man. Puis ça sent, man, qu'il est tanné. Puis c'est vraiment la magie de cette scène-là. Là. Il est en psychose, man. Probablement, il est en psychose dans la vraie vie. Un acteur en psychose, man, ça doit être fucking intense. Jack Nicholson est incroyable. Là. Dans Behind the Scene, là, il est fucking drôle. Là. Ah ouais, j'ai pas assez regardé les behind the scenes. Ah, ça vaut la peine. Là. Tu vas sûrement l'avoir de toute l'édition 2 disques. Oui. Je pense que c'est toi qui me l'as acheté genre pour ma fête à un moment donné. Ah oui, ben je l'avais. C'est comme un bon, t'es un ami, genre. Ouais, je l'avais donné. Mais ouais, ça vaut la peine pour vrai. Mais tu vois plein de choses comme ça. Mais tout ça pour dire que là, on a fin de la parenthèse. On retourne à Barry Lyndon. Oui. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Barry Lyndon, c'était un test pour Napoléon, et Napoléon aurait été nul autre que M. Jack Nicholson. Oh, ouais. OK. Oui. Oui, ça aurait fité, man. Ça aurait été incroyable. OK, peut-être. Ouais. T'as déjà vu des fresques de Napoléon? Il était petit, puis... C'est pas frais dans ma mémoire. Ça aurait fité, ça aurait été incroyable. Mais bon, tout ça pour dire que là, Barry Lyndon, en plus, pour te donner une idée de l'impact que Stanley Kubrick avait, t'as aussi un acteur là, qui s'appelle Léon Vitali, qui était un gars qui était sur Barry Lyndon. Et lui, quand il a vu Stanley Kubrick, il a dit je réussirai jamais à avoir un autre réalisateur aussi bon. Je réussirai jamais à avoir quelqu'un d'autre qui est autant un maître d'orchestre. Il a tout lâché sa carrière d'acting pour devenir un assistant pour lui. Pour vrai? Il était sous-payé, man. Il faisait tout, tu sais, All Work and No Play make Jack a dull boy. Toutes les pages que tu vois, il est écrit dessus, là. C'est tout Vitali qui l'a fait. Oh, man! C'est lui qui gérait l'enfant sur le stage. Après ça, il a été là pour tous ces films, là. Puis il y a un documentaire sur lui que si tu tapes là, le nom, là, sûrement, Léon Vitali, il y a un documentaire sur Kubrick, puis lui, sa relation avec lui, là. Tu sais, il était vraiment... Workers, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, là. Ouais. Aïe. Puis lui, il a tout lâché pour lui, même s'il avait une carrière qui aurait pu être prolifique comme acteur, puis beaucoup plus payante, parce que pour vrai, il aurait pu faire des 100 000 et des 100 000, puis il faisait comme vraiment pas tant d'argent pour les films, mais c'est devenu son assistant. Il faisait même des affaires pour lui, des commissions, là. Il allait chercher genre de la bouffe pour ses animaux, puis des affaires comme ça, puis il était comme, c'est pas grave, genre, je suis quelqu'un plus grand que moi, genre. C'est le même qui l'a vu, c'est fou, là. Il y a tellement de documentation sur Kubrick, là, c'est incroyable, là. Mais oui, fait que là, il a fait Barry Lyndon pour avoir le go pour Napoléon, ce qui a été un échec. Barry Lyndon n'a pas fait d'argent, il a été déficitaire, etc., puis il n'a pas eu son go pour... Puis en plus, un autre film sur une bataille de Napoléon a été fait, puis ça a été un échec aussi. Fait que tous les studios ont fermé les vapeurs, puis ils n'ont pas fait ça. OK. Puis là, il s'est dit, moi, je veux Jack Nicholson pour mon The Shining, il va être parfait. Jack Nicholson était prêt n'importe quand à aller travailler avec Kubrick. Il savait, Jack Nicholson, il dit, je sais que je vais être quelque chose de plus gros que moi, puis il a été. Là. Nice. Ouais, fait que là... Mais là, mettons, là, je te parle de ça, Chris, on y va, etc. Là, on a parlé de long et en large, de plein d'affaires. Je sais aussi que le scénario a été fait par Kubrick et Diane Johnson, qui avait fait une espèce de film, un livre, un roman d'horreur de Shadow, que ça avait vraiment attiré l'attention de Kubrick. Elle n'a jamais fait de scénario avant. Elle a écrit avec lui le scénario de Kubrick, qui est basé d'ailleurs, comme tu le sais, sur un livre de Stephen King, sûrement. Oui, ça je savais. Ça, je savais ça. Ouais, mais j'ai oublié de faire du pouce sur
moi et Seb, on a écouté ensemble le documentaire Room 237. Ouais, qui est comme une analyse super poussée sur The Shining. Parce que ce qui arrive, c'est que en surface, Shining peut avoir l'air d'un film d'horreur de base. Comme, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu remets en contexte que Kubrick, c'est un master de l'art du cinéma, que c'est un gars avec un QI de 200 cucs, que c'est un fou de... Tu sais qu'il va y avoir du sous-texte, puis tu sais qu'il va y avoir de l'analyse à faire, etc. Puis il y en a effectivement. Puis ce documentaire-là est la thèse. Il y a plein de thèses là-dessus. Là. Puis tu vois, moi, ça, c'est une des qualités de ce film-là, man. C'est que il y a des fois, je me souviens, mettons, les 3 premières fois que je l'ai écouté, j'étais en mode analyse. Je veux catcher tous les détails, man, qui ont été pensés, placés devant moi. Puis tu vois, hier, je l'ai réécouté. Puis vraiment comme en surface. Puis ça, je pense que c'est une des premières fois où je l'écoutais avec autant d'attention, puis je le prenais vraiment autant en surface. Je cherchais pas de détails. J'ai probablement tout vu, juste j'enjoyais le film vraiment au premier degré. Puis il marche autant. Il marche autant. Tu n'as pas besoin de l'analyser pour l'enjoyer. La musique, puis les shots font le travail pour toi, vont faire l'intensité. Puis si tu cherches le détail, puis le second degré, puis l'analyse, elle est là quand même, genre. La musique, là, ça me fait rire que t'en parles parce qu'encore une fois, dans les special features, t'as la compositrice Wendy Carlos qui a fait la musique aussi pour Clockwork Orange, qui a fait la musique pour The Shining. Tellement une femme awkward, là. Ah ouais, mais est-ce qu'elle trippe sur sa musique, là? Puis, qu'est-ce qui l'a conquis de Kubrick? C'est que pendant leur rencontre, il flattait son chat, puis le chat, il l'aimait full, puis elle, c'est une cat lover, man. Il y a des chats partout dans ses affaires, puis elle fait sa musique pendant l'enregistre. Puis là, elle est comme, oui, je me souviens, il y avait mon chat, il le flattait, puis il était gentil. Puis là, elle montre des scènes aussi de la musique qui n'a pas été prise dans le film. OK. C'est quand même vraiment bon, là. La musique de The Shining, on dirait qu'encore à cette écoute-là, vu que je le décortiquais pour en reparler, débile, man. Asti que c'est bon, la musique. Ça fait tout le travail, je trouvais. Comme quand tu l'écoutes, puis tu prends un pas de recul sans être sur-analytique, puis chercher tous les petits détails, parce que Dieu sait qu'il y en a, mais tu fais juste te laisser emporter par le film. La musique fait tout le travail pour toi. Genre, ça coupe avec les plans, puis les journées ou les mois, puis les heures à un certain moment. Il y a comme le temps s'accélère, puis les coupures avec la musique, c'est super classique, mais tu te fais tout le temps avoir. Tu sais pas trop l'origine de la musique. Ça fait un peu indien, c'est rythmé, mais en même temps, c'est comme... ça fait très film d'horreur, très lent, très, on dirait, ambiance, mais en même temps, t'as des rythmes dedans. En tout cas, mais quand Danny, je suis pas un descripteur pas un descripteur, ça se disait pas, je m'excuse, mais c'est pas bon pour décrire tant que ça de la musique, mais le feeling qu'il te procure de genre transmettre une tension puis un rythme tout en étant genre super ambiant, c'est tellement bien ficelé. D'une tension que j'ai adorée. Quand Danny, il s'en va voir, il écoute la télé puis il demande à sa mère s'il peut aller chercher son camion de pompier. Puis il s'en va dans sa chambre puis elle dit « Réveille pas ton père » puis Jack il est assis puis là il le prend sur ses... Il y a tellement du dread, là, t'as de la menace dans une scène d'un père qui fait juste parler avec son enfant puis la musique te rend comme « Il va le tuer, qu'est-ce qui se passe? » Genre... Puis de pair avec la conversation qu'ils ont, au fond, qu'il dit « Tu sais, Pat, tu nous ferais jamais mal parce que, on l'a pas encore dit, mais le jeune, il a des pouvoirs psychiques, puis il voit un peu l'avenir, ou du moins, il ressent l'avenir. » Mais hey, ça, c'est une thèse intéressante. Jack Nicholson aussi, là. Oui, hein? OK, attends. Ouais, ça, Jack Nicholson aussi, là. J'avoue que ça, là, c'est un élément que je pense que j'avais pas décliqué avant hier. Je me souviens pas s'il en parle dans le documentaire de Room 237, mais il me semble que hier, j'ai cliqué en le regardant que, au fond, pourquoi Jack il réussit à interagir avec les fantômes, c'est parce que probablement qu'il a le Shining, mais pas aussi fort que son fils, puis qu'il réussit quand même à interagir, puis à comme avoir cette connexion-là que Wendy, elle a pas. Wendy, là, qui commence à avoir des fantômes, elle, c'est
c'est juste all the way terreur, là, elle comprend pas ce qui se Ouais, passe. juste attaqué par ça. C'est ça, tandis que lui, il y a une conversation avec l'hôtel au final, puis l'entité qu'il y a dans l'hôtel. Puis son fils, il a juste plus fort, ce qui fait que lui, ben, il le voit d'une autre manière, puis plus, ben, il est pas autant imbriqué, au fond, dans l'espèce de quête de meurtrière de l'hôtel. Au fond, il se trouve du mauvais côté de l'interaction avec l'esprit. Mais Seb, là, on est rendu à genre 48 minutes. Je me demandais juste par curiosité, tu penses que le budget de Shining était combien? J'en ai fucking aucune idée. Un guess comme ça, là, bon, on a parlé que le réalisateur avait déjà un bon following, déjà fait ses preuves. Jack Nicholson a déjà fait ses preuves à ce moment-là, right? Pas un inconnu. C'est quand même une des seules grosses têtes de ce film-là, par exemple, Jack Nicholson, right? Non, Shelley Duvall était très bien connu à cause de Robert Altman, qui est un réalisateur incroyable américain qui a fait le film Nashville, qui est un film choral aussi, vraiment bon. Three Women, puis The Long Weekend. The Long Weekend, c'est fucking nice comme film. C'est genre un gars, il faut qu'il aille chercher de la bouffe pour son chat, quelque chose comme ça, puis tout dégénère, man, puis il se retrouve dans une affaire qui n'a pas d'allure, là, de criminels, puis plein d'affaires comme ça, mais j'aime ça, Robert Altman est spécial. Là. Puis The Player, c'est un film incroyable. J'adore The Player. The Player, c'est dans les années 90 avec Tim Robbins. C'est une critique de genre Hollywood, puis de tout comme leur façon. Un moment donné, ça va voir Bicycle Thief, qui est un film italien des années 40, qui est un chef-d'œuvre, comme puis que tous les gens qui étudient en cinéma vont le voir. Puis là, il dit, on va faire un remake américain, mais ça n'a aucun sens parce que ça a rapport avec une crise d'après-guerre économique que l'Italie avait. Fait que tu peux jamais faire un remake américain de ça. Puis plein d'affaires de même. Puis à un moment donné, tu es un réalisateur full de... qui a crissement gros de... comment dire... de vertu, puis qui a une vision, puis etc. Puis il dit, mon film va être comme ça, puis telle affaire, puis ça sera pas américanisé, puis il n'y aura pas une fin, tout le monde le veut. Puis finalement, dans son film, il y a Bruce Willis qui est là, puis la fille est sur le bord de mourir, comme qu'il avait dit qu'elle allait mourir. Mais finalement, Bruce Willis pète la fenêtre, sort la fille, puis la fin est full dénaturée. Non, à cause de Shelley Duvall, c'était une des muses de Robert Altman. Fait que je te dirais que Shelley Duvall était quand même un gros nom à cette époque-là. Là. OK, ben, je vais dire un... C'est en quelle année, hein? 80. 80. J'ai un feeling de 10 millions en 80, c'était quand même un crise de gros budget. C'est 19 millions, le budget. 19 millions, wow. Ça l'équivaut à 60 millions environ maintenant, mais le film a quand même fait 47 millions. Là. Quand même, hein? Qu'est-ce qui est fucking weird? Il est sorti un 13 juin. Hein? Pas l'hiver, ouais. Qui a pensé à ça? Qui a pensé à ça? C'est cave. Mais par contre, aussi, les films avant, à cette époque-là, ils restaient quasiment un an au cinéma hein, quand c'était un hit. Ah, OK. Ils restaient vraiment longtemps au cinéma. Là. Fait que là aussi, tu sais, Steven Spielberg avait parti de la mode, entre guillemets, sans le vouloir, des box-office, qui étaient des gros films que tu sortais l'été, puis qui allaient rentabiliser de l'argent depuis 76. Fait que sûrement qu'ils l'ont vu comme un box-office. Puis sûrement que le film a continué jusqu'à l'hiver aussi. Là. Ah, c'est ça. C'est vrai que de nos jours, les films, ils se rendent vraiment rapidement sur Netflix, au fond. Là. On n'a pas les mêmes contraintes non plus qu'à l'époque. C'est pas pareil pantoute. Puis il y a une production de films beaucoup plus grande. Là. Ouais. Mais... Avec les films indépendants, l'accessibilité, avoir des caméras, maintenant, il y a des films qui sont sur des iPhones, puis tu vois quasiment pas la différence, puis des affaires comme ça. Là, fait que c'est plus la même game. Là. Effectivement. Steven Soderbergh l'a fait le film Insane, qui est quand même cool, puis c'est tout sur iPhone. Hein? 100% filmé en iPhone. Quel film? Insane. Ah, ok. Je pensais que tu disais que le film était Insane. Non, ça s'appelle Insane. Puis, t'as-tu vu la série The Crowd? The Crown, excuse. The Crown. Crown, non? Sur la Reine Isabelle. En tout cas, moi non plus, je l'ai pas vu, mais l'actrice principale de Faux, je me souviens plus c'est quoi son nom au complet, mais c'est elle qui est dedans, puis c'est spécial comme film, puis c'est vraiment bien fait, puis c'est juste filmé sur iPhone. Fait que on peut plus comparer avec avant, là, mais avant, un film pouvait rester longtemps. Mais Seb, pour vrai, on a déjà parlé de faire un pèlerinage, puis d'aller jusqu'à l'hôtel qui a inspiré Kubrick. Ça va arriver, là. On va y aller, là. Non, mais là, c'est que là, j'ai tout checké, là. Puis c'est fucked up. On peut pas vraiment le faire. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le film est basé sur un roman de Stephen King. Dans Room 237, qui a une thèse qui est 100% vraie, c'est que dans le roman, ça commence avec une coccinelle, une New Beetle. C'est ça, une New Beetle? Tu parles de la voiture?
Ouais, c'est ça le nom? Ouais, c'est un New Je pense Beetle. que c'est un New Beetle bleu, si je me souviens bien. Mais dans le roman, c'est un New Beetle rouge. Puis quand Scatman en fait, le gars qui fait The Shining avec le kid, que je me souviens. Son nom de personnage, c'est Dick Halloran. Ouais, quand Dick, il s'en va retourner au Overlook Hotel, il y a une New Beetle rouge, clairement visible, qui est écrasée par un semi-remorque. Ce qui fait en sorte que quand tu sais que tu as affaire à un intellectuel qui met une New Beetle bleue dans son début de film, puis qui écrase une New Beetle rouge en dessous d'un semi-remorque, c'est pas un secret. Stephen King n'a pas aimé l'adaptation de Kubrick parce qu'il s'en colissait de ce qu'il avait écrit, puis il se basait juste de certains éléments très minimes. Là. Ouais. Ça, mais c'est tellement intéressant. Ouais. Il a écarté, il s'est inspiré d'eux fortement, puis il y a beaucoup d'éléments qui sont joints, mais qu'il n'a pas suivi tant l'affaire. Là. Mais t'as un artiste d'un autre artiste. L'autre artiste qui est un artiste de son domaine, qui est le cinéma, ne veut pas copier un autre artiste du roman. Right. Il a fait, moi, je vais avoir ma vision de qu'est-ce que toi t'as écrit. Puis je pars avec d'autres choses. On est vraiment pas dans un cas comme Lord of the Rings où ils ont adapté, mais ils ont quand même essayé de rendre ça très fidèle. Fait qu'ils ont fait une série, tu sais, puis probablement très fidèle. Il y a toujours des arrondis. Puis quand il a refait les Hobbits, ben, il a fait 3 films, tu sais, pour avoir le 3. Hobbit, c'est. Lord of the Rings, c'est des chefs-d'œuvre, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Lord of the Rings, il a fait 3 parts pour un film. Pour le Hobbit, excuse, il a fait 3 films pour un livre. Je l'ai dit complètement messed up avant. Ouais. Mais là, tu as vraiment comme 2 artistes qui partent de la même histoire, entre guillemets, puis qui partent avec leur vision, là. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a pas... Moi, j'ai pas lu le livre de Shining, puis en fait, j'ai même pas le goût. J'ai même pas le goût, parce que je suis quand même curieux. Souvent, je fais ça, là, je lis le livre qui va avec le film. Puis j'ai même pas le goût de lire le livre parce que je vais juste dismiss le livre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr à 100%. C'est sûr. Puis c'est ça que c'est rare qui arrive. Puis qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse un moment donné? Mick Garris qui a réalisé aussi un film qu'on a bien aimé qui est... Hey, là, j'ai un fucking blanc. Le film avec les chats qu'on a fait avec Ciné Navet, là. Fuck. Tu sais, là... Sleepwalkers, ouais, t'as raison. Ouais. Fait que Mick Garris a fait une adaptation de The Shining télévision qui dure 4 heures que j'ai ici. Puis j'aimerais vraiment ça une année qu'on l'écoute pour faire un exercice. Ouais, on fera ça. Genre, j'aimerais vraiment ça parce que c'est pour ça que ça ressemble vraiment plus au livre. Puis ça serait cool de voir un peu les nuances. Mais je suis d'accord avec toi que je lirais jamais le livre de ça. Je vais pas. Comme j'ai regardé Haunting of Hill House, ça, on savait. Puis j'ai lu le livre de Haunting of Hill House parce que j'étais curieux de voir, au fond, ça ressemblait à quoi cette histoire-là en livre. Puis les deux n'ont pas beaucoup de liens. Mais The Haunting of Hill House en livre avait quand même des qualités à lui. Mais la série, elle avait d'autres qualités. Creepy, qui étaient complètement différentes. Là. Puis je sais pas si la fille qui a écrit Haunting of Hill House est encore en vie. Je pense que non. Je suis pas sûr. Mais là, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça nous permettrait de faire un lien avec Mike Flanagan, que moi et Seb, on affectionne particulièrement. Les liens sont partout, man. D'ailleurs, on va faire... Le prochain épisode va être Dr. Sleep parce qu'on veut faire l'exercice maintenant qu'on l'a à notre disposition d'écouter Dr. Sleep après parce que moi et Seb, on a adoré Dr. Sleep. Puis on veut juste voir s'il hold up autant que notre première écoute après avoir écouté The Shining, justement, vraiment frais dans la mémoire. Là. Ah ouais. Puis moi, c'est comme Owen McGregor, déjà, à la base, j'étais conquis, là. Tu sais qu'il n'accotera pas de Shining, qu'il y a... Mais il ne prétend pas à faire ça non plus. C'est ça qui est excessivement réussi à Dr. Sleep. C'est son film par lui-même, en même temps de rendre hommage au roman, en même temps de rendre hommage au film de base. Il a fait l'impossible, là, selon moi. Là. Fait que c'est un film qui vaut vraiment beaucoup de respect. Là, puis j'ai hâte qu'on le réécoute pour voir si j'ai encore autant de respect pour ce film-là. Là. Ouais, j'ai hâte aussi. Tout ça pour dire, Seb, que le shot aérien, qui est insane au début, ça te met dans un estime mood, là. Il est incroyable. Puis qu'est-ce que je veux dire du shot aérien, c'est que moi, je trouve qu'il a bien vieilli. Dans le sens où, déjà, quand il était vieux, quand toi et moi, on l'a regardé, on s'entend. Mais ce qui arrive, c'est que les shots aériens, c'est rendu très démocratisé. Je l'ai dit bizarre. Très démocratisé à cause des drones à cette heure. Puis toutes les
N'importe qui a une chaîne YouTube maintenant a un drone puis fait des aerial shots. C'est pas le même job, là. Équivalent avec ça. Non, pas équivalent, là. Oh, mais non, mais c'est... c'est là où je m'en allais. Celui-là est dans une classe à part. À cause de la musique. Encore une fois, la musique travaille tellement pour le film. Genre, ouais, vraiment. Parce que tu vois des environnements tellement vastes, puis la musique super lourde, puis lente, puis comme ça t'appuie. Tu vas regarder quelque chose qui va t'appuyer, là, comme... Je sais pas comment le décrire, mais non, je comprends. tu rentres instantanément dans le film. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont comme « Je peux pas croire que ça fait X temps qu'ils parlent de ce film-là. » C'est vrai. Je peux pas croire. Parce que je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment même pas aimé The Shining, mais... La première fois que j'ai fait écouter à Blouin, il a pas tant trippé, hein? C'est juste après plusieurs écoutes qu'il commence à tripper. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a des gens que faut que ce soit fast-paced. Pour rentrer dans un film, il faut que ça aille vite puis qu'on rentre tranquillement. Puis ça, c'est pas le style de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est une machine, mais c'est une machine qui a un rythme qui est plus lent. Puis moi, personnellement, ça me dérange pas un film. Si le climax est vraiment intense puis il vaut la peine, mais qui est à 1h15 dans le film, je vais me claquer l'autre 1h14 avant. Puis à la fin, je vais être capable de le justifier. Je vais être comme ça valait l'écoute. Ben oui. Même s'il était tard dans le film, le moment. Mais il y a des gens que ça leur prend quelque chose de plus puis quelque chose plus rapidement. Puis ça, c'est correct. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi que The Shining est autant intense. Son rythme est cool. Parce qu'il y a une petite accélération dans le rythme. Hein. Au début, on parle de 3 mois, de mois d'intervalle, puis à un moment donné, on parle de jours, puis à un moment donné, on parle d'heures, tu sais. Ouais, c'est comme des chapitres, un peu comme Tarantino il fait, mais des chapitres, exactement. mais lui, des jours. Exactement. Fait qu'il y a comme une accélération de tout ça, puis mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aient vraiment pas aimé ça, mais moi, j'ai trippé bien raide. Le shot aérien, là, il se passe dans les glaciers nationaux. Glacier comme National Park. Au Montana. National Park, Montana. Ça, c'est proche de Banff, Alberta. Mettons, tu pars de Banff, là, mettons que tu prends un billet d'avion. C'est ça qu'il faudrait quasiment qu'on fasse si on voudrait faire notre pèlerinage de The Shining. Là. Ouais. Parce que sinon, c'est quasiment une journée, je pense que c'est 1 journée et demie de char non-stop pour se rendre là. Puis après ça, sinon, c'est 4 heures de Banff, de Calgary, en fait. Là, après ça, tu pars de Calgary, tu pourrais aller à 4 heures de là. Puis là, tous les shots aériens sont filmés de là. Mais l'hôtel, qui est de Stanley Hotel, sur lequel le film est basé, est au Colorado. Non, au Colorado. Ça prend 16 heures à partir de Glacier National Park te rendre jusqu'au Stanley Hotel. Puis aussi, le shot de l'hôtel qu'on voit dans le film Nous autres, c'est même pas le Stanley Hotel qui a été inspiré pour faire le roman. C'est un autre qui est encore une fois dans le Montana. Fait qu'au final, c'est... Fait qu'il y a 3 hôtels, là, genre. Mais surtout 2. Le Stanley Hotel qui a inspiré plus au final Stephen King. Mais tous les shots qu'on a extérieurs qui se passent aux États-Unis sont pas mal au Montana. Puis sinon, tout se passe en Grande-Bretagne du film. Fait qu'au final, pour le vrai pèlerinage de Shining, ça serait d'aller à Glacier National Park. Et non d'aller au Colorado. Même si c'est ça qui a parti de tout. Mais le vrai de vrai, ça serait de faire les 2. Mais c'est crissement gros d'heures de char. Mais je pense que je suis peut-être commis à ce point-là. Ouais, moi aussi. Anyway, on aura l'occasion d'en reparler off the air, mais tout ça pour revenir à, mettons, un aspect du film qui est que l'hôtel fait pas de sens. Puis je me souviens qu'on a déjà vu remarqué, mais comme pas moi. Moi, je me souviens, mon feeling dans les première, deuxième écoute, j'avais tout le temps un feeling que je trouvais que l'hôtel faisait pas de sens, puis je faisais juste me dire que c'était moi, puis que je voyais un peu au travers du jeu de décor, parce que on s'entend, quand tu filmes un film, t'as des aspects techniques qui t'enchaînent. Ouais, compte. Mais quand tu sais que t'as affaire à
un maître du cinéma, tu sais que c'est pas au hasard. Puis là, c'est toi qui t'es tout allumé, là. Exact. Moi, j'avais toujours trouvé qu'il y avait des portions de l'hôtel que ça n'avait pas de sens, le positionnement, puis la façon que les personnages ils se déplaçaient dans l'hôtel. Du moins, Stanley Kubrick n'a pas fait l'effort d'essayer que ça fasse du sens. Genre, c'était ça mon feeling. Puis quand on a regardé le documentaire, puis là, il y a des gens qui sont allés vraiment, vraiment plus loin que nous autres. Ils ont comme tout décortiqué le film. Puis effectivement, l'hôtel, la façon qui est démontrée dans le film, c'est un labyrinthe. Puis ça fait comme le labyrinthe. Mais non, mais comme le labyrinthe du film. Exact. C'est le Minotaure. Puis moi, je pense vraiment qu'il y a... Okay, l'analogie avec le... Parce que t'es rendu là. L'analogie avec le Minotaure, je la comprends, puis je l'aime. Là où je trouve, moi, la limite là, de mon analyse, où elle s'arrête, c'est le monde qui pogne le poster. Ouais, moi non plus, j'embarque pas là-dedans. C'est bon. Parce que le poster, il y a des gens, il y a un poster dans le film, pour les gens qui nous écoutent encore, il y a un poster dans le film qui représente un genre de skieur, puis il y a des gens qui sont allés à déformer ce poster-là, puis dire que ça, c'était comme le Minotaure dans la fable ou l'histoire de Icare, puis que ça, c'est trop intense pour moi. Dans ma tête, c'est vraiment juste un poster d'un skieur. Mais moi, où est-ce que j'adhère à 100%, puis le film 237 m'a aidé, c'est l'analyse du fait que Jack Nicholson est un monstre, puis l'enfant doit se débrouiller à survivre là-dedans, qu'il y a peut-être eu même des agressions sexuelles ou physiques. Ben, physique, on le sait, puis même peut-être sexuelles. Parce que pour vrai, dans 237, il en parle, puis même là, j'ai porté attention parce que ça particulièrement... Après, comme là, Seb, où est-ce qu'il voulait en venir, c'est que la première fois que Seb a vu que ça faisait pas de sens, c'est que quand Jack Nicholson s'en va, qui est Jack Torrance, s'en va vers son entrevue, il y a clairement un corridor qui va vraiment en profondeur, puis qu'il y a d'autres pièces, etc. Mais quand il tourne à gauche puis qu'il rentre dans une porte, il y a une fenêtre qui te mène à l'extérieur dans son entrevue. Exact. Ça, déjà, moi, j'avais jamais mis le doigt dessus, mais Seb, quand il me l'a dit, j'étais là, oui, ça a beaucoup de sens. Puis Seb, il avait déjà analysé ça avant qu'on écoute le documentaire, puis dans le documentaire, il en reparle. Parce qu'il tourne un coin, il est en plein centre de l'hôtel, il vient de rentrer, il tourne un coin, puis là, tu te rends compte dans le bureau de la personne, puis il y a une fenêtre qui donne sur dehors, puis t'es comme, Chris, il est en plein centre de l'hôtel. Ça marche pas. Ben, c'est ça, mais avant ça, moi, la thèse que je trouve fucking intéressante, puis que jamais j'aurais réussi dans le documentaire à y aller, c'est que Jack Nicholson, avant de venir se faire chercher pour l'entrevue, lit une revue. Mm-hmm. Puis la revue, c'est Playmate. Mm-hmm, ouais. Playmate était la réponse féministe à Playboy qui mettait des hommes nus dedans. Fait là, t'as un homme hétérosexuel qui a un enfant, etc., puis qui a rien qui remet en question sur sa sexualité, qui lit un livre d'hommes nus. Ce qui fait déjà pas beaucoup de sens. Mais ce qui fait du sens, c'est que selon le cover, il y a des gens qui ont été analysés ça, puis ça a du sens. Il y a un article sur l'agression sexuelle. Les hommes qui agressent des enfants, des choses comme ça, dans ce roman-là, dans cette édition-là. Cette revue-là, précisément, il y a Oui, particulièrement. Puis là, moi, quand j'ai vu ça dans Room 237, puis quand je l'ai réécouté, c'est vraiment un Playmate qui lit. Ça n'a aucun sens qu'il lise un Playmate quand tu sais grounder son personnage, puis tout le long, il n'y a jamais de remise en question sur sa sexualité ou il n'y a jamais rien, puis que tu sais qu'il y a un article sur la pédophilie ou bien l'agression sexuelle. Mais là, tu vois que peut-être que Danny, c'est peut-être juste plus que des sévices physiques qu'il y a eu, puis que le film, par rapport au Minotaure, par rapport au labyrinthe, par rapport à s'enfuir du danger, est peut-être plus que juste un danger physique, c'est même un danger d'un agresseur sexuel. Puis cette thèse-là fait fucking sens, parce que ça n'a aucun sens sinon qu'il lise un Playmate. Mais man, c'est tellement poussé, là, tu te rends compte hein, que c'est loin, là. Puis c'est là où je dis que... Tu te rends compte que ce gars-là, il a un cerveau, c'est un champion d'échecs, c'est un gars avec un quotient intellectuel de genre, je sais plus trop combien, ça ferait du sens. Hein. Il y a des thèses que je défends zéro, là, comme le fait que ça serait lui qui aurait fait le moon landing puis des affaires comme ça parce qu'il y a Apollo 11 qui est sur le chanel de Danny. J'avoue que là, le faking d'Apollo 11 pour Stanley Kubrick, c'est too much. Qu'est-ce qui arrête pas de me rentrer? Qu'est-ce qui me rentre pas dans la tête, mettons, avec ce que tu proposes, c'est à quel point c'est une coïncidence puis c'est juste de la suranalyse. Dans le sens où, mettons, il fallait que le personnage ait lit de quoi,
Puis il y avait juste quelqu'un qui avait un fucking playmate, puis ils se sont dit, hey, ça va être vraiment drôle. Lis un playmate devant genre la caméra, on va faire au pire un take avec ça, puis finalement, c'est ceux-là qui ont gardé, puis là, c'est parti en couille. Moi, c'est ça qui me rend, que je me dis, genre, Est-ce à que quel point c'est une coïncidence? Kubrick fait pas une comédie intellectuelle comme Animal House ou American Pie ou peu importe quoi, là, que il fait pas ça là, en ce moment. Là. À quel point ça peut être 100% laissé au hasard? Je sais pas. Quand OK, tu as affaire à un Picasso du cinéma, là, un artiste du cinéma, est-ce que c'est vraiment trop poussé de se dire que il va juste avoir mis ça pour une joke? pour moi, Moi, je pense pas. c'est pas trop poussé, mais c'est vraiment sur la limite. Parce que je me dis, mettons la scène où ils sont dans le garde-manger, il y a des trucs vraiment évidents comme la canette de je sais pas trop quoi, qui a un Indien dessus, Ouais. qui est orienté pour qu'on voit très bien l'Indien. Ça, pour moi, c'est legit parce que tout le décor de l'hôtel est basé sur le fait que c'est des Indiens. Il s'est dit avant que l'hôtel est bâti sur un ancien cimetière indien puis qu'ils ont dû repousser des attaques. Ce détail-là qui est analysé dans le documentaire fait du sens pour moi Moi, c'est les deux thèses qui font autant de sens. parce qu'il il cadre. Tandis que là, man, celle-là, là, à mes yeux, elle flirte avec la limite de la suranalyse. Non, pas moi, parce que honnêtement, je comprends 100% le fait que c'est le traitement qu'on a fait aux Premières Nations, le fait qu'il y a du sang sur leur terre, qui est d'ailleurs un peu aussi l'image de sang qui sort de l'ascenseur, Ouais. puis qui est fucked up, puis ça, j'y adhère. Mais aussi, tu vois, à un moment donné, le plan qu'il a dû, puis il en parle dans le documentaire, puis même moi, j'ai toujours été impressionné par ce plan-là, puis j'ai jamais compris. Quand Jack fait un esti de fixe de fou, qui est comme le mercredi, je me souviens plus, puis que tu vois juste comme juste fou devant l'écran, puis que Wendy puis Danny sont dans le labyrinthe, puis que le zoom est sur la maquette du labyrinthe, mais que tu les vois de loin. Ouais. À ce qui paraît, il n'y aurait pas un hélicoptère shot qui aurait pu faire ça. Puis Non, c'est pas un hélicoptère shot. J'ai checké personnellement, right? Ouais. Puis quand à la fin de ce shot-là, ils reviennent, mettons, dans le plan de Danny et Wendy. Tu vois que la couleur de la roche, puis mettons, à la base des fougères, pas des fougères, mais du edge trim, je me souviens pas le nom. Ouais, les haies. Les haies de ça, il y a comme une autre coche de gazon que tu vois pas dans l'autre shot d'avant, qui est vraiment juste une maquette, puis ils ont rajouté des personnages qui bougent d'une façon quelconque par-dessus la maquette. Je suis 100% sûr. Je te le dis, man. Ce shot-là a été crissement complexe pour rien, pour un shot qui sert en théorie à rien. Ouais. Mais là, c'est la menace, c'est le grand méchant loup qui surveille tout ça. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que quand tu as une méga tension entre Danny et Jack qui parlent sur le lit, tout ça, moi, ça m'étonnerait vraiment pas que ça ait un lien pour vrai. Que peut-être que, outre l'agression physique qui est déjà flagrante puis mise dans le visage dans le film, il y a peut-être aussi une agression potentiellement sexuelle ou quelque chose comme ça dans le film. Peut-être que non, mais aussi, ça, dans tous les cas, même si l'agression sexuelle est out, puis que c'est juste une joke, le Playmate, tout est quand même là pour que ça soit vraiment Cadré. la menace versus la victime ou peu importe. Puis Goliath, là, je sais pas, là. Je sais pas comment le dire d'autre, là. Là, tu veux dire le Minotaur? Le Minotaur, ouais, excuse. Ouais. Ben, tu vois, moi c'est là où je m'arrête, man. Comme, je catch, c'est potentiellement, je vais pas dire que c'est ça, mais c'est peut-être potentiellement cette alternative-là. À cause, c'est, mettons, du troisième degré, là. Ouais. Mon analyse s'arrête au deuxième pour ça, man. Je peux pas te le donner. Ouais, mais c'est bien correct. Je peux pas te le donner. Mais sinon, t'as aussi, tu sais, là, mettons, qu'on parle un peu des scènes fortes du film, là. Aussi, dans l'interview avec son futur employeur, il parle de cabin fever parce qu'il dit que l'ancien gars qui allait avoir la job de s'occuper du Overlook Hotel pendant qu'il était fermé pendant l'hiver a eu souffert de cabin fever. Ouais. Puis il dit que ça, le cabin fever, c'est le fait de passer trop de temps avec une personne puis d'être isolé. Happen when people are stuck with each other Ouais. for a long period of time puis they go crazy. Puis là, j'étais genre,
le COVID apporte une nouvelle nature à The Shining, man. Puis j'ai fait peur à ma blonde et ça, j'ai juste dit, c'est quoi la vraie nature de The Shining, Jess? Puis là, elle a commencé à dire, non, arrête, pas moi ça. Oh my God! Il y avait une fois, je disais, tout seul avec quelqu'un pendant longtemps, puis elle était comme, ta gueule, pas moi ça pas. Là, elle capotait. C'est vrai, ça, le cabin fever, mais ça pousse personne à tuer personne, là, en théorie, là, mais ça, c'est vrai, ça, pour avoir... quand tu passes beaucoup de temps là, seul avec une personne, il y a comme un moment où tu as besoin de ton espace, puis l'être humain est fait comme ça. Un des aspects que j'aimais de ça dans le film, c'est qu'à un certain moment, il t'est donné l'impression qu'il se spread justement un peu dans l'hôtel. Tu sais, Jack, il occupe Colorado Lounge, c'est ça? Ouais. Qui est comme une énorme pièce, mais c'est sa pièce à lui tout seul. Il dit, comme si c'était son bureau, genre, moi j'ai un bureau, man, il fait comme 4 par 8, genre. Lui, il a un bureau qui fait une pièce de balle, là, immense, tu sais, puis comme, tu sais, elle est comme, je suis juste là, genre, parle-moi, puis comme, non, man, t'as envahi mon espace, mais son espace, c'est énorme, au fond. Ouais. Puis le cabin fever, ça fait ça un peu, ça... Ouais, je comprends. Ça étire le lien jusqu'au maximum. Tu sais, il y a un moment où elle et Danny écoutent la TV, puis ils sont pas dans une chambre, ils sont pas dans un salon, ils sont juste un endroit random, on dirait, dans l'hôtel. Ouais, qu'on n'a jamais vu encore. Qu'on n'a jamais vu. Ils ont juste set une TV là, puis il y a une TV, puis ils regardent la TV pour s'instruire. Pas s'instruire, mais ça, c'est comme regarder la TV, au fond. Puis cette scène-là, elle m'a marqué parce que c'est après cette scène-là que j'ai été dehors. Quand j'ai écouté pour la première fois, parce qu'il y avait eu des annonces après, puis il neige quand lui il regarde la télé. Puis c'était juste avant ou juste après, mais c'est là que j'ai été dehors, puis j'ai vu la neige, puis moi aussi, puis j'étais tellement immersif dans le film. Puis là, quand je suis retourné, je pense que Danny écoutait la télé, puis là, il y avait la neige en arrière, puis man, ce film-là, incroyable. Je me souviens quand on l'a regardé, moi, on l'a regardé durant une tempête, right, classique, puis je retournais chez moi à pied. Justement dans la tempête, puis j'étais vraiment freaked out, genre fuck, si. Je pense que j'ai couru tout le long. Ça ne m'étonnerait pas. Faut dire qu'il n'y a pas à avoir peur. Hein. C'est genre, s'il était à la course, c'était peut-être 5 minutes de course. Là. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas couru pendant 1 heure non plus. Mais mettons qu'on essaie d'aller à mettons des scènes. Là, on a parlé de l'ascenseur avec plein de sang qui était épique, Tony dans la. Mais mettons là aussi, là, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est que sur Internet, c'est devenu une joke récurrente. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Il y en a qui disent le plus grand suspense de The Shining, c'est les cendres de cigarettes de Wendy quand elle parle avec sa psychologue. Comment est-ce qu'ils font pour pas tomber? Ouais, parce qu'il est rendu avec fucking gros de cendres parce qu'elle parle avec la psychologue de quand Jack il a justement décollé le bras de son enfant. Hey, c'est tellement un masterpiece, cette scène-là, dans le genre où tu sens le docteur qui est la docteur qui est malaisée. Puis elle qui essaie juste de sortir de cette argumentation-là, comme sans avoir l'air trop d'une cruche, elle-même, puis pour elle, puis aussi, on dirait pour sa relation, là, comme c'est juste arrivé une fois, c'est juste vraiment un petit accident, mais il a disloqué l'épaule. Ouais, c'est affreux. Puis comme, c'est intense. Puis j'aimais qu'il revient plus tard sur ça, mais plus la version de justement minimaliser. Là, il minimalise aussi. C'est ça, puis il est juste comme lui aussi minimalise le fait, il est comme juste comme hey, c'était juste vraiment un tout petit extra de force, mais comme vu que c'est mon enfant, puis il est tout petit, puis il est fragile, genre j'ai pété son épaule, puis il est comme Chris, c'est calme, il est fâché. Quel parent pète l'épaule de son enfant dans leur vie, tu sais? Disloquer l'épaule de son enfant, là, c'est une solide poule, là. Mais tu sais, hey, reviens-moi si jamais je skip des scènes que toi t'as trippé, là. Mais sinon, tu sais, si on continue à en faire du pouce aussi, là, moi j'ai vraiment aimé quand Dick, il parle avec Danny. Parce que là, quand il arrive à l'hôtel, Wendy et Danny, parce que Jack a eu la job, ils font le tour des endroits, puis là, lui, il dit juste « There's can of this, puis là, il finit par... Tout son monologue continue, mais il shine avec Danny, puis il parle par-dessus lui. Man, est-ce que j'aime ça, cette scène-là, là? Plus, c'est la portion, justement, où il lui explique le Shining. Ouais, qu'est-ce que c'est bon avec la crème glacée et tout, là. C'est une scène qui est montée pour être une conversation un peu anodine, mais qui est tellement lourde, au final. Ouais. Puis,
tu comprends que le personnage, il essaie d'expliquer quelque chose à un enfant. Fait qu'il utilise des symboles un petit peu, mais en même temps, il utilise ses mots. Fait que ceux que lui, il a appris, parce que le Shining, il aurait pu lui dire « Je fais de la télépathie », mais il essaie d'imager, puis ça reconnaît à comment lui se les fait expliquer. Ouais. Puis ça fait que pour la personne qui regarde le film, ça devient simple aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis de s'attacher un peu à ce pouvoir-là qui, sans être l'objet du film, est important pour le film. Puis ça, je pense que c'est une nuance avec un film un peu plus classique. Grand public, mettons. Ouais, où ben, c'est le fait que Danny soit psychique, mettons, c'est ça qui va faire en sorte que les événements du film vont se dérouler. Puis on va s'attendre à ce que Danny utilise son psychisme pour se sauver de là. Genre, ça, c'est la narration classique. Puis ce qui arrive pas, au final, ce qui arrive, c'est que le fait que Danny puisse percevoir les événements puis les choses plus paranormales, ben, ça lui fait plus de tort que de bien. Puis il se sert même pas de son pouvoir au final pour se sortir de la situation parce que c'est un enfant, il n'a aucun contrôle. Ouais, c'est vrai. Aucun contrôle, tu sais. C'est un peu ça la thèse, je pense, de Dr. Sleep. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est vrai, Dr. Sleep. C'était le fait que quand il était jeune, il n'avait aucun contrôle sur son pouvoir, il ne comprenait rien. Il n'y a personne qui lui a expliqué, sauf Dick Hallorann, qui a pris le temps d'y expliquer un peu qu'est-ce qui se passait. Dans le Banking of, là, Dick, l'acteur, il pleure parce qu'il est reconnaissant d'avoir été dans ce film-là. No shit, je me souviens pas. Il dit, je sais que j'ai fait de quoi de genre exceptionnel, puis que ça va être marqué, puis je suis content, puis d'avoir côtoyé tout le monde que j'ai côtoyé dans ce film-là. Puis, man, c'est incroyable. C'est vraiment Mais, incroyable. pour vrai, cette scène-là, je l'adore de A à Z. Et c'est fucking nice parce que, l'inventeur de la Steadicam était dans le film. Je sais pas si tu sais c'est quoi la Steadicam. La Steadicam, au fond, c'était un genre de système là, qui permettait, au fond, d'avoir la caméra qui est stable, mais en faisant des mouvements libres. C'est le système qu'ils ont utilisé pour suivre Danny sur son tricycle, si je me souviens bien, right? C'est ça, puis là, c'est là que j'ai emmené. Sans rail, c'est ça le point. Exact. Fait que là, t'as un gars qui met la caméra sur son chest un peu avec des mécanismes, puis le mécanisme fait en sorte que ça suit naturellement sans faire des bosses de courage ou peu importe. Puis là, l'inventeur de la Steadicam était sur le film, puis il suivait Danny dans ses mouvements, puis là, t'as la scène où que justement, t'as les configurations des lieux où que Danny se promène en vélo, puis c'est quand même très nice. Ouais. Ah ouais, non, c'est hot. Puis moi, on dirait les premières fois que tu regardes cette scène-là, ce que tu trouves hot, c'est le fait que la cam, elle suit de façon très stable puis tout le long, puis ton cerveau comprend qu'à un certain point, ça devait être tough qu'il n'y ait pas des rails tout le temps. Mais c'est tellement hot avec le son aussi. Puis ça, c'est un élément que en deuxième, troisième, quatrième, xème écoute, c'est le son qui me marque le plus. Ouais, le tapis, ça arrête, ça continue. Ça crée un rythme à la scène. Ça, c'était même pas voulu, hein? Probablement pas. Mais c'était même pas voulu. Ouais, mais là, on arrive à une scène dans pas long, à 50 minutes, la marque de 50 minutes du film, où est-ce que t'as « Come play with me, come play with us, forever ». Ça, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué. Toi, je le sais. Ben oui, c'est sûr. C'est écrit là. C'est le summum du creepiness. C'est l'enfant qui joue sur son tricycle puis qui fait juste se promener de façon complètement innocente, qui vire un coin puis qui voit une apparition de fantôme devant lui en la personne de deux jumelles, qui devraient être comme quelque chose de relativement familier, puis qui fait juste être entrecoupé par des scènes en fait, on les voit comme avec des haches, puis ensanglantés, puis avec des haches dans la tête, puis des affaires même. Puis les jumelles qui font juste dire « Viens jouer avec nous pour toujours. » Ouais. Pour toujours. Pour toujours. Puis ça, moi, on dirait que c'est comme un setting, puis une phrase qui m'a marqué, c'est genre vraiment gros, là. Comme « Viens jouer avec nous. » Pas cet avant-midi. Pour toujours, genre. Je trouve ça tellement puissant. Mais oui, c'est insane comme scène, là. C'est vraiment incroyable.
On va faire un statement. C'est un mois pis toi à des jumelles. On n'a pas le choix de déguiser de même à l'Halloween. Of course. Ça n'a pas le choix là, d'arriver. Statistiquement parlant, là, selon les règles populaires de jumeaux jumelles, j'ai des chances d'avoir des enfants jumeaux. Ben, Big, si t'as des jumelles, promets-moi que t'es déguisé de même un moment donné. Contre leur gré. Je mettrai de l'argent s'il faut là, pour aider au déguisement. Là, ça me dérange pas. pas. Je vais le faire contre leur gré quand ils vont être encore trop petites pour s'en rendre compte. Ouais. Mais si j'ai des jumelles, qui sait? Il y a plein d'affaires qui arrivent dans le film. Là. On ne pourra pas tout décortiquer, sinon l'épisode va durer 4 heures. Là. Mais sinon, je me suis dit, sinon, si on retourne à quand tout commence à déraper parce que là, les apparitions puis le Shining commence à devenir trop fort, mais Danny essaie de communiquer avec Dick parce que là, Jack, il a la room 237 commence à prendre trop de place. Là. Ouais, en fait, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que Danny finit par aller dans la pièce où il devait pas aller. Méchant enfant. La 237. 237. Puis il finit par un peu plus comme libérer les esprits. Parallèlement à ça, il y a Danny le père, Jack, qui commence à avoir des hallucinations assez intenses. En l'occurrence, la salle de bal, la Golden Room. Où là, ben, eux autres, ils sont 3 dans l'hôtel, puis ils sont tout seuls depuis des mois. Mais là, soudainement, ils se pointent dans l'hôtel. Puis là, la salle de bal est pleine de gens, puis il y a le barman qui non, dit... c'est encore qu'il est plein de gens. Avant la scène où que Danny va dans 237, il va juste voir Lloyd, puis il fait juste consommer de l'alcool, puis il a une phase, un visage d'extase quand il prend son... Oui, c'est vrai. Son bourbon, là. Là, il explique qu'il veut payer pour le drink, puis là, il peut pas parce qu'il n'y a pas d'argent finalement sur lui. Puis Lloyd, il fait juste dire « Anyway, your money is no good here ». Tu sais, dans le sens, t'hallucines, man. Genre, tu veux faire you always been the caretaker. Mais ouais, puis là, c'est ça. Là, comme t'as raison, c'est là que Danny bafoue la règle, puis il s'en va dans 237. Il se fait attaquer par la femme. Ouais, il revient que des marques. Puis Wendy, naturellement, elle accuse Jack de l'avoir fait. Puis là, Jack, après qu'elle revienne en folie parce qu'elle pense qu'il y a une autre femme, il s'en va dans la chambre 237. Là, ça, Seb, ça t'a marqué. Ça m'a marqué parce que c'est vraiment le premier. Dans tout le film, t'as des genres de faux sursauts. T'as une ambiance super bien travaillée, mais à ce moment-là, dans le film, honnêtement, t'es genre à 1h15, 1h20 dans le film, à ce moment-là. Ouais. C'est le premier élément vraiment horreur / dégueulasse que tu vois dans le film. Ouais. Étant la personne, la genre de... Moi, je l'appelle la sorcière dans ma tête. Mais la femme qui est dans le bain. Ouais. Décomposé, là. C'est ça. Fait que là, Jack, il l'embrasse, puis là, il touche ses pores décomposés là, de tout partout. Là. Ouais, c'est affreux. C'est insane. C'est dégueulasse. Mais elle marque, mais dégueulasse, man. Je sais que les premières écoutes qu'on a écoutées, elle t'avait vraiment marqué. Ah ouais, mais comme je disais, tu sais, je m'étais jamais vraiment exposé à des films d'horreur avant, puis des trucs dégueulasses comme ça. Puis là, c'était la première fois que je m'imposais, mais je m'exposais volontairement à ce genre de dégueulasserie-là. Fait que j'étais genre, j'ai pas aimé ça, mais c'était ma décision. Fait que, chug it, là. C'est un peu ça le mood, tu sais. Puis, j'adore cette scène-là. Elle est autant dégueulasse comme 8 fois après, man. Les porcs comme tout semi-décomposés. Ah, fuck it. Je la trouve bonne, cette scène-là, mais elle suit une scène que c'est, pour vrai, une de mes préférées de The Shining, si c'est pas ma meilleure scène, là. C'est quand Jack retourne voir Lloyd, puis là, le bal est plein. Il y a plein de monde, puis là, il accroche Grady, qui est une espèce de valet. Puis là, il met un espèce de drink à l'avocat sur lui. Puis là, Jack fait juste crisser plein d'avocats dans le dos aussi. Puis il dit, je vais venir te nettoyer aux toilettes. Puis là, tu rentres dans une toilette rouge, vive, avec le contraste blanc, qui est visuellement insane. C'est vrai. Puis que Jack, il joue comme un beast. Puis là, il reconnaît que Grady, c'est l'ancien qui a choppé ses filles. Puis, man, c'est que je l'aime, cette scène-là. Là. Ce qui est le fun, je trouve, de cette scène-là, c'est le deuxième niveau. Fait que si tu le prends en surface, c'est Jack qui fait comme moi, je comprends qu'est-ce qui se passe. Puis si tu fais juste prendre un pas de recul, c'est Jack qui comprend pas qu'est-ce qui se passe. Bon, oui. Parce que si tu prends un pas de recul, c'est l'hôtel qui est en train d'influencer Jack
à tuer sa tuer famille. sa famille. Mais Exact. Jack est comme moi, j'ai reconnu le caretaker. I know better. C'est toi qui as tué ta famille. Puis là, l'hôtel, il joue un peu l'innocent, puis il dit non, ça a toujours été toi, le caretaker. Tu sais, ça. Ah, man. Quand il dit les jumelles là, qu'il y a eu, they tried to burn it and I correct them. I corrected them. Là, C'est ma vraiment femme, son il va le show son, dans là. cette scène-là. I corrected them. Il surpasse Jack Nicholson dans cette scène-là. Puis là, il dit My wife tried to stop me and I corrected her. Oh, man. C'est vraiment, il appuie chaque syllabe à corrected her. Ah ouais. Est-ce que j'aime cette scène-là? Là? Puis là, Jack, il perd la carte. Là. Complètement. Ben, c'est à partir de là où lui, il est vraiment comme contrôlé par l'hôtel. Puis c'est là que tu vois, avec un autre pas de recul de plus, où lui, il n'a pas le contrôle de son Shining au fond. Là. Ouais, exact. Ouais, il est influencé par le pouvoir, mais lui, il n'est pas conscient qu'en ce moment, c'est quelqu'un d'autre qui il se fait manipuler au fond. Là, à faire. Exact, exact. Puis tu sais, t'as Danny qui dit Red Rum, Red Rum, Red Rum de plus en plus. Puis là, il l'écrit, justement. Là. Il l'écrit dans le miroir. Puis ça, moi, j'avais aimé ça parce que j'y m'étais fait un peu pogné dans le sens où j'avais pas catché c'était quoi Red Rum. On le voyait un peu partout, on le voit. Tu sais, ça a été comme super publicisé, mettons. Mais c'est vraiment la façon qu'il l'écrit. C'est vraiment quand Wendy, elle le voit dans le miroir que t'es comme « Oh shit! » Au fond, c'est juste un enfant qui n'est pas capable de cope avec la réalité. Exact. Puis la seule chose qu'il est capable de faire, c'est genre s'appuyer sur son personnage fictif qui s'est créé dans sa tête pour genre dire Hey, je vois le futur, tu vas te faire tuer si tu fais pas quelque chose. Puis mais de ça, c'est juste murder, genre meurtre. En tout cas. Mais on a coupé une coupe de scènes là, parce que c'est ma faute. Là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il commence à dire Red Rum, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Là, entre-temps, t'as Jack qui sabotage la radio, le buggy, toutes ces choses-là. T'as Dick qui quitte pour aller à Miami, puis qui veut se rendre qui veut se rendre en Ontario après ça avec le. Ben, pas en Ontario, au Colorado. Ouais, en Ontario. Ouais. Mais c'est ça, mais finalement, justement, t'as plein d'affaires qui se passent, là, puis oh fuck, il y a tellement d'affaires, puis justement, là, tu te rends compte que. Écoutez-le. Hein? C'est tellement riche en détail, écoutez-le. Ouais. Là, tu sais, Dick, la New Beetle rouge, comme j'ai dit, toutes ces choses-là, là, tu te rends compte que Red Rum, il n'arrête pas de le dire, puis quand sa mère regarde dans le miroir, tu vois que c'est murder, mais après ça, elle va découvrir Jack dans sa salle, il est marqué « All work and no play make Jack a dull boy ». Ça, moi, pour une raison que j'ignore, là, ça m'a fucking marqué. Ben oui, c'est genre, insane. Pourquoi quelqu'un passerait autant de temps à faire toutes ces choses-là, mais tout le temps à écrire la même affaire? L'exercice est tellement fastidieux pour ce qu'il rapporte. Ça, comme, on dirait que c'est. Pour mon cerveau a fait une association comme OK, le gars, il est fou. Ben, c'est la cabine. Oui. Ouais, ben, crime, c'est qu'ils écrivent de 10 façons différentes, puis en ligne, puis sinon des paragraphes complets. Des fois, c'est une mosaïque dans le work. Ouais, c'est ça. C'est fou, là. Ouais, non, c'est fou, là. Puis là, après ça, Wendy, elle s'en rend compte, puis là, il dit « What you doing here? » Ça, c'est la scène avec le bat. Ben oui, « Give me the bat, Wendy. Give me the bat. » Ah, ça, c'est juste Jack Nicholson powerplay, là. À partir de cette scène-là, c'est du Jack Nicholson powerplay. Ah ouais, tout le long, là. Tu sais, quand il dit give me... Puis là, elle coupe pour je sais pas trop quoi, puis il dit « You didn't let me finish. I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brain out. » Anyway. Je me souviens plus s'il dit I'm gonna bash your brain in ou bash your brain out. Je me souviens plus. Bash your brain out. Là, give me the boîte, puis là, elle frappe. Et là, le plan de caméra dans les escaliers, là, incroyable. Ça suit tout le temps les petits pas de Jack Nicholson. Ça suit tout. C'est masterful. C'est incroyable. Là. En contrôle. Complètement en contrôle. Finalement, Wendy knock Jack, puis elle l'amène justement dans le garde-manger. Puis là, on a déjà parlé de la scène où Wendy, quand il dit qu'il fait tout le sabotage, qu'elle joue comme une malade mentale. Ouais. Puis ce que j'ai aimé, puis pas aimé, à ma première écoute, j'ai pas aimé que l'hôtel fasse juste libérer Jack. Mais non, c'est hot finalement. Mais comme en vieillissant puis en le re-regardant,
Je trouve ça hot que l'hôtel, genre, il soit tellement puissant, mettons, puis en contrôle de la situation, qu'il fasse juste comme faire comme... Parce qu'il questionne un peu Jack, mais il questionne C'est sûr qu'il va tuer sa famille, ouais. Exact, son commitment à tuer sa famille, puis il est comme, hey, I got this, là. Genre, je vais tuer ma famille, inquiète-toi pas, je vais tuer ma famille. Puis finalement, comme quand il est vraiment sûr, l'hôtel, au fond, fait juste lui ouvrir la porte. Ouais. C'est tellement lourd de sens quand tu y penses. Ouais, oui, puis quand il part avec sa hache, mais là, on a parlé encore, la scène des 3 petits cochons, puis il défonce la porte, là. Incroyable. Les plans de Wendy c'est tellement fou. Ouais. Tu sais, là, Wendy, quand la hache à part, tu vois juste, tu sais, ça, c'est moi, quand je louais le film aux vidéos en VHS, c'était le visage de Wendy avec son couteau qui capote, puis la hache qui transporte la porte, là. C'était ça l'image de The Shining, là. C'est celle-là que j'avais, moi, je pense aussi. Puis c'est incroyable comme image, là. Puis là, Here's Johnny, qui est top 100 des meilleurs quotes au cinéma, là. Ça va rester à jamais, là. C'est un classique, là. Puis encore une fois, tu as finalement l'affrontement entre le labyrinthe, le monstre et la victime dans le labyrinthe, là, qui est la finale. Ah oui, c'est incroyable parce que t'as plein de throwbacks, là. T'as comme le labyrinthe, t'as le fait que, qui est une analogie du film, OK? T'as le kid, au fond, qui connaît son chemin plus que son père dans le labyrinthe parce qu'il a été se promener dedans, on sait. T'as le trick que le kid utilise pour se sauver de son père. T'as plein de niveaux d'intrigues qui se superposent pour finalement faire en sorte que Danny, il réussit à s'enfuir de son père, puis son père... Lui, il reste pris au fond dans le labyrinthe. Son père réussit pas sa quête. Exact. Puis, qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose au final pour Danny, mais qui reste pris au fond comme une autre partie du labyrinthe. Non, c'est ça, c'est incroyable. La scène où il est gelé, puis il meurt là. Puis là, t'as la finale un peu surnaturelle, qu'au final, tu vois un poster de 1918, même plus tôt, je me souviens plus l'année. Je me souviens plus l'année du poster non plus, mais il y a sûrement des gens qui l'ont analysé. Là. Ouais, mais tu sais, une vieille année, puis Jack, il a toujours été le caretaker, là, parce qu'il est sur la photo. T'as la petite musique là, qui est parfaite pour la fin. Puis ça clôt c'est un masterpiece là, qui est The Shining. Puis là, tu sais, on fera pas d'IMDb, on fera pas de recast, tout ça, mais je serais quand même curieux de ta note parce que moi, j'y vais straightforward. Je pense que des fois, oui, tu sais, en théorie, il n'y a pas 10 sur 10, mais je pense que ça, c'en est un, sans niaiser. Chaque écoute vaut la peine. Chaque écoute, tu peux en retirer quelque chose. C'est un film qui vaut la peine d'être écouté. Jack Nicholson, c'est une performance incroyable de lui. Il y a juste One Flew Over Cuckoo's Nest qui a peut-être été meilleur. Puis c'est un chef-d'œuvre. Ça vaut la peine d'être écouté. Puis c'est un masterpiece de l'horreur. C'est vraiment hot. Fait que, je peux comprendre le fait qu'il n'y a pas de 10 sur 10 dans la vie, mais en même temps, je suis tenté de lui donner un 10 sur 10 parce que je vais continuer à l'écouter toute ma vie, ce film-là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Il y a tellement de niveaux à ce film-là. Je l'ai tellement adoré que pour moi, c'est comme un 9.8, 9.9 man sur 10. Juste parce que je crois pas qu'il existe un 10 sur 10 dans ma tête. Bon, je comprends. Mais ce film-là, aujourd'hui, à cette étape-ci dans ma vie, c'est le film que j'ai regardé le plus souvent, de un, puis qui a eu une plus grande incidence. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, c'était juste des bouts, man. Juste des petits bouts. Ça, le pire de comment c'est imbriqué dans un paquet d'autres affaires, puis à quel point toi et moi, on a adoré ce film-là. Fait exact. Pour plein de raisons différentes. Puis comme je disais hier, je l'ai regardé, puis au premier niveau, juste enjoy le film sans essayer de le suranalyser ou de l'analyser tout court. Il est quand même tellement divertissant. Ouais, si vous n'avez jamais écouté The Shining, au pire, écoutez-le pour le fun, puis après ça, réécoutez-le pour comprendre tout, puis d'essayer d'analyser, pousser vos réflexions. Là. Ça va y aller. Là. Exactement. Fait pour moi, c'est vraiment un film incroyable pour un paquet de raisons. Puis je suis tellement comme conscient de l'influence de ce film-là que je peux même comprendre justement quelqu'un qui l'a pas aimé. Je vais pas être fâché contre cette personne-là. Je vais juste dire comme c'est correct, c'était probablement juste pas pour toi, ce film-là, au fond.
Ouais, Comme c'est t'as ça. pas t'es différent que moi, puis t'as pas le caractère, Le même background, le même le tout, même là. background qui te permettait d'enjoy autant que moi. T'as probablement enjoy autre chose que moi, je vais regarder, puis que je vais faire comme... J'ai pas tant trippé. Comme... C'est là où j'en suis dans ma maturité versus le Shining, là. Puis l'épisode d'aujourd'hui, c'était juste comme toi puis moi qui se fait du plaisir au final à parler d'un œuvre qu'on a adoré. Bah ouais. Pour notre Puis plaisir un peu plus à nous. exact. Mais c'est notre 50e, on voulait que ça soit spécial, puis on savait que The Shining, c'était de shit pour nous deux, puis c'est un chef-d'œuvre. Quasiment 10 sur 10 parce que Seb ne croit pas Ouais. au 10 sur 10. Moi, je donne un 10 parce que, pas le choix, il y a comme 5 autres films d'horreur qui me viennent en tête qui pourraient peut-être avoir un 10 sur 10, puis lui, ça en fait partie. Fait que j'y vais, man. Puis je m'en fous. C'est un 5 étoiles. Mais ouais. Fait que c'est ça, Seb, le mot de la fin. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like ou un partage, ça fait vraiment beaucoup de bien pour nous. Puis envoyez-nous vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. On aime tous les commentaires. On est vraiment content de faire ce podcast-là et qu'il y ait des gens qui nous écoutent. Ouais, donc bon 50e épisode à tout le monde. Puis moi et Seb, on s'est fait bien du plaisir à parler de ça. Donc attention à vous et bonne semaine.